Chapitre 4. Voir les gens tels qu'ils sont. L'intelligence relationnelle. Le principal obstacle dans la quête de la maîtrise est souvent l'usure affective causée par la résistance et les manipulations de notre entourage. Si nous n'y prenons pas garde, notre esprit s'emberlificote dans une suite ininterrompue d'intrigues politiques et de chamailleries. Le principal problème que nous affrontons sur le plan relationnel est la naïveté avec laquelle nous projetons sur les gens nos besoins affectifs et nos désirs du moment. Nous interprétons mal leurs intentions et nos réactions créent confusion et conflit. L'intelligence relationnelle est la capacité à voir les gens sous un jour aussi réaliste que possible. En dépassant notre égocentrisme inné, nous apprenons à nous focaliser en profondeur sur les autres, à décrypter leur comportement du moment, à percevoir ce qui les motive et à démasquer toute tentative de manipulation. En évoluant sans heurts au sein de notre environnement humain, nous avons davantage de temps et d'énergie pour nous concentrer sur l'apprentissage et l'acquisition de compétences. Les succès que nous obtenons sans cette intelligence ne constituent pas une vraie maîtrise et ne durent pas. La pensée intérieure. En 1718, Benjamin Franklin, 1706-1790, entra en apprentissage dans l'imprimerie artisanale de son frère James à Boston. Il rêvait de devenir un grand écrivain. À l'imprimerie, il apprit non seulement à se servir des machines, mais également à corriger des manuscrits. Entouré de livres et de journaux, il avait sous la main de nombreux exemples de belle écriture à étudier et à imiter. C'était un travail fait pour lui. Pendant son apprentissage, il se forgea une vraie culture littéraire et il améliora considérablement son style. Puis, en 1722, se présenta une occasion idéale pour qu'il s'affirme en qualité d'auteur. Son frère s'apprêtait à lancer à grande échelle son propre journal, The New England Courant. Benjamin soumit à son frère plusieurs idées d'articles, mais à sa grande déception, celui-ci ne fut pas intéressé. Il s'agissait d'un projet sérieux et Benjamin n'avait pas assez de maturité pour être publié dans The Courant. Benjamin savait qu'il était inutile de polémiquer avec James, jeune, mais vraiment buté. Benjamin eut l'idée de créer un personnage fictif qui écrirait dans le courrier des lecteurs du Courant. Si ces billets étaient assez bien écrits, James ne se douterait jamais qu'ils étaient de la plume de Benjamin et il les publierait. Ainsi, rirait bien qui rirait le dernier. Après mûre réflexion, il se fixa sur un profil parfait. Une jeune veuve du nom de Silence Dogood, aux opinions tranchées, parfois presque absurdes, sur la vie à Boston. Pour rendre son personnage crédible, Benjamin passa de longues heures à lui créer un passé. Il s'y absorba si profondément que la jeune femme lui sembla prendre vie. Il avait l'impression qu'elle pensait par elle-même, et il lui donna même des tics d'écriture qui n'appartenaient qu'à elle. Il envoya une première lettre assez longue au Courant et constata avec amusement que non seulement son frère le publia, mais qu'il ajouta une note dans le journal pour demander à l'auteur d'autres interventions. James soupçonnait probablement qu'un écrivain connu s'abritait derrière ce pseudonyme. La lettre était en effet très satirique et pleine d'esprit, mais James ne se doutait pas une seconde que le billet émanait de Benjamin. Il publia également les lettres suivantes qui, sans tarder, devinrent la partie la plus lue du Courant. Parallèlement, les responsabilités de Benjamin au magasin ne faisaient que croître. Il s'affirmait en effet comme un excellent correcteur pour le journal. Fier de ses succès précoces, il n'y tint plus et avoua à James être l'auteur des billets Dogood. Il s'attendait à des éloges et fut désarçonné par la réaction venimeuse de James. Celui-ci n'aimait pas être trompé. Pire, il devint progressivement plus froid et même injurieux vis-à-vis de Benjamin. Au bout de quelques mois, la rupture fut consommée et Benjamin décida de s'enfuir de Boston, quittant son frère et toute la famille à l'automne de 1723. Après quelques semaines d'errance, il aboutit à Philadelphie et décida de s'y installer. Il n'avait que 17 ans et pratiquement ni argent ni contact. Mais il était plein d'espoir. Pendant les 5 années passées à travailler pour son frère, il en avait appris davantage sur le métier que des hommes 2 fois plus âgés que lui. Il était extrêmement discipliné et ambitieux. Par-dessus le marché, il avait une belle plume et l'avait prouvé. Maintenant que sa liberté n'était plus entravée, il ne rêvait que de conquérir Philadelphie.
Pendant quelques jours, il jugea ce milieu nouveau et cela ne fit que renforcer sa confiance. Les 2 ateliers d'imprimerie de la ville étaient loin à l'époque d'approcher le niveau de ceux de Boston. Quant aux articles dans les journaux du cru, ils étaient nuls. Il y avait un grand vide à combler. Benjamin avait devant lui un boulevard. En quelques semaines, il décrocha un poste dans une des 2 imprimeries de la ville. Elle appartenait à Samuel Kemmer. Philadelphie n'était encore qu'une bourgade provinciale. La rumeur se répandit rapidement d'un nouveau venu qui écrivait à merveille. Le gouverneur de la colonie de Pennsylvanie, William Case, avait l'ambition de faire de Philadelphie un haut lieu de la culture, et il n'était pas satisfait des 2 imprimeries en place. Quand il entendit parler de Benjamin Franklin et de sa plume, il le fit chercher. Frappé par l'intelligence du jeune homme, il le poussa énergiquement à démarrer sa propre imprimerie et lui promit de lui prêter le capital dont il aurait besoin pour démarrer l'affaire. Les machines et le matériel devaient être commandés à Londres, et Case lui conseilla de s'y rendre en personne pour superviser l'acquisition. Il avait des relations là-bas et était prêt à tout financer. Franklin avait du mal à croire à sa bonne fortune. Quelques mois plus tôt, il n'était que l'humble apprenti de son frère, mais grâce à ce gouverneur entreprenant et généreux, il serait bientôt à la tête de sa propre affaire. Il allait fonder un journal et devenir la voix la plus écoutée de la ville avant même de fêter ses 20 ans. Tandis qu'il préparait son départ pour Londres, l'argent que Case avait promis de lui prêter se fit attendre. Il écrivit plusieurs lettres de relance. Finalement, le bureau du gouverneur lui dit de ne pas s'inquiéter. Des lettres de crédit l'attendaient en Angleterre à son débarquement. Ainsi, sans expliquer à Kemmer son projet, il démissionna de son poste et acheta son billet transatlantique. Quand il arriva en Angleterre, point de lettre de crédit. Croyant en un simple malentendu, il se mit à chercher fébrilement à Londres un représentant du gouverneur pour lui exposer leur accord. Tandis qu'il le cherchait, il tomba sur un riche négociant de Philadelphie et lui narra tout. Celui-ci lui dévoila la vérité. Le gouverneur Case avait une réputation infamante de beau parleur. Il promettait tout à tous et cherchait à impressionner par son pouvoir. Son enthousiasme pour un projet durait rarement plus d'une semaine. Il n'avait pas un sou à prêter, et il ne valait guère mieux que ses promesses. Franklin essuya la gifle avec philosophie car, dans la fâcheuse situation où il se trouvait, seul et sans argent, loin de chez lui, sa précarité ne le préoccupait guère. Londres était l'endroit le plus passionnant dont puisse rêver un jeune ambitieux, et il était certain de pouvoir y faire son chemin. Ce qui le tourmentait, c'était la façon dont il s'était fait rouler par Case et la naïveté dont il avait fait preuve. Heureusement, Londres grouillait de grosses imprimeries et quelques semaines après son arrivée, il se fit embaucher dans l'une d'elles. Pour oublier son fiasco avec Case, il se plongea dans le travail. Son employeur fut favorablement impressionné par sa connaissance des différentes machines et ses talents de correcteur. Il s'entendait bien avec ses collègues, mais se heurta bientôt à une coutume britannique bizarre. 5 fois par jour, les ouvriers du livre qui travaillaient avec lui cessaient le travail pour boire une pinte de bière, c'est-à-dire un bon demi-litre. Il disait que cela les fortifiait pour leur travail. Chaque semaine, Franklin était censé payer sa part à la caisse commune des buveurs de bière travaillant dans la même pièce que lui. Il refusa de payer. Il n'aimait pas boire au travail et l'idée de se départir d'une partie de son petit salaire pour ruiner la santé d'autrui le faisait rager. Il exposa ses principes en toute honnêteté et sa décision fut poliment acceptée. Mais dans les semaines qui suivirent, des choses bizarres se passèrent. Des coquilles apparurent dans les textes qu'il avait relus et chaque jour ou presque, il relevait quelques nouvelles erreurs qui lui étaient imputables. Il avait l'impression de perdre l'esprit. Si les choses continuaient ainsi, il serait renvoyé. Il était clair que quelqu'un sabotait son travail, et quand il s'en ouvrit à ses camarades de travail, ceux-ci accusèrent un esprit malin qui, tout le monde le savait, hantait la pièce. Finalement, il comprit ce que cela signifiait, renonça à ses principes et versa sa quote-part pour l'achat de la bière. Les erreurs de l'esprit malin disparurent aussi vite qu'elles étaient venues. À la suite de cet incident et d'autres imprudences qu'il commit à Londres, Franklin douta de lui-même. Il était d'une naïveté incurable. Il ne cessait de se tromper grossièrement sur les intentions de son entourage. À la réflexion, il fut frappé par un paradoxe apparent. Tant qu'il s'agissait de travailler, il était superbement réaliste et rationnel et cherchait sans cesse à s'améliorer. Pour son style, par exemple, il en décelait clairement les faiblesses et s'acharnait à y remédier.
Mais avec les personnes, c'était exactement le contraire. Il se laissait inévitablement emporter par ses émotions et perdait tout sens de la réalité. Son frère, par exemple. Il avait voulu l'impressionner en avouant être l'auteur des billets, mais il n'avait pas du tout prévu l'envie et la malveillance que cela éveilla chez James. Avec Keith, il était tellement enthousiasmé par ses rêves qu'il ne prêta pas attention aux signes évidents prouvant que ce gouverneur ne savait distribuer que de bonnes paroles. Avec ses camarades imprimeurs, la colère lui avait caché le fait qu'il ne manquait pas de lui en vouloir pour sa tentative de les sortir de l'alcoolisme. Pire, il se sentait incapable de changer en lui cette dynamique. Déterminé à en finir avec cette habitude et à changer ses façons de faire, il estima qu'il n'avait qu'une solution. Dans toutes ses relations avec les gens, il se forcerait initialement à rester en retrait et à ne pas se laisser submerger par ses émotions. Fort de ce détachement, il se focaliserait complètement sur les personnes auxquelles il aurait affaire, en tranchant radicalement dans ses propres doutes et désirs. En exerçant ainsi son esprit, il en ferait une habitude. Quand il imaginait la façon dont cela retentirait sur sa vie, il éprouvait une sensation étrange. Il se rappela le processus qu'il avait suivi pour créer les billets signés Dogood. Il s'était mis dans la peau du personnage qu'il avait créé, il était entré dans son monde et l'avait rendu vivant dans son esprit. Au fond, il appliquerait ses talents littéraires à la vie de tous les jours. En s'installant dans l'esprit de ses interlocuteurs, il comprendrait comment faire fondre leur résistance et déjouer leurs projets malveillants. Pour rendre ce processus infaillible, il décida d'adopter une philosophie radicale. Accepter en toute chose la nature humaine telle qu'elle est. Chacun possède des qualités et un tempérament que rien ne changera. Certains sont frivoles, comme Keith, vindicatifs, comme son frère, ou dotés d'une énorme force d'inertie, comme les ouvriers imprimeurs. Mais des gens comme ceux-là, il y en a partout depuis l'aube de la civilisation. Inutile de s'énerver ou d'essayer de les changer. Ils mordront la main qui nourrit. Mieux vaut accepter ces personnes comme on accepte les épines du rosier. Mieux vaut observer les gens et accumuler des connaissances sur la nature humaine comme on le ferait dans le domaine scientifique. En suivant ce chemin de vie, on se débarrasse de toute naïveté et on dispose d'une aune à laquelle mesurer ses relations humaines. Au bout d'1 an et demi de travail à Londres, Franklin avait mis suffisamment d'argent de côté pour retourner aux colonies et en 1727, il revint à Philadelphie et y chercha du travail. Dans le cadre de ses recherches, son ancien employeur, Samuel Kemmer, le surprit en lui offrant un poste alléchant dans son imprimerie. Il y serait chargé du personnel et de la formation de ceux que Kemmer avait récemment embauchés, car son affaire grossissait. L'offre était assortie d'un salaire annuel confortable. Franklin accepta, mais très vite, il sentit que quelque chose n'allait pas. Comme il se l'était promis, il prit du recul et analysa calmement les faits. Il avait 5 jeunes à former, et quand il en aurait fini avec eux, il ne lui resterait plus grand-chose à faire lui-même. Kemmer, de son côté, se comportait de façon curieusement chaleureuse. Or, il était naturellement ombrageux et peu sûr de lui. Ces dehors mielleux lui seyaient mal. Imaginant la situation du point de vue de Kemmer, Franklin comprit que son employeur devait lui en vouloir terriblement d'avoir levé le pied sans préavis et de l'avoir abandonné au milieu du gué. Il tenait sans doute Franklin pour un jeune freluquet qui avait besoin d'une bonne leçon. Il n'était pas du genre à discuter avec quiconque, mais plutôt à ruminer dans son coin des coups tordus. Bref, les intentions cachées de Kemmer apparurent à Franklin dans toute leur simplicité. Il voulait simplement que Franklin transmette à ses nouveaux salariés ses multiples connaissances du métier, puis il le mettrait à la porte. Ce serait sa vengeance. Sûr d'avoir lu clairement dans les pensées de Kemmer, Franklin décida d'inverser discrètement les rôles. Fort de son poste de direction, il noua des relations de confiance avec les clients et se lia avec les gros négociants de la région. Il démarra de façon expérimentale certaines méthodes de production qu'il venait d'apprendre en Angleterre. Quand Kemmer était absent, il apprenait lui-même de nouvelles techniques comme la gravure et la fabrication d'encre. Il suivait ses élèves de près et en forma un pour qu'il devienne son bras droit. Et quand il sentit que Kemmer allait le licencier, Franklin partit de lui-même et s'installa à son compte, avec de solides appuis financiers, une meilleure connaissance des affaires, une solide base de clientèle qui le suivrait où qu'il aille et un adjoint de qualité qu'il avait lui-même formé. En mettant à exécution sa stratégie,
Franklin constata à quel point il s'était libéré de toute aigreur et de toute colère vis-à-vis de Keimer. Il avait joué sa carrière comme sur un échiquier, et décryptant les combines de Keimer, il avait gardé en permanence plusieurs coups d'avance et conduit le jeu de façon calme et lucide. Au fil des ans, l'imprimerie de Franklin prospéra. Son journal eut un retentissement considérable. Lui-même écrivit plusieurs livres qui eurent un succès énorme. Il fit dans le domaine de l'électricité des expériences scientifiques décisives et il inventa notamment le poêle Franklin, le paratonnerre, les lunettes à double foyer, et etc. Il devint un des principaux notables de Philadelphie et en 1736 estima qu'il était temps de se lancer en politique. Il se fit élire délégué au sein du corps législatif colonial de Pennsylvanie. Au bout de quelques mois, il fut élu à l'unanimité de ses pairs, greffier du corps législatif, ce qui lui donna une influence considérable. Quand vint le moment de sa réélection, un nouveau membre du corps législatif, Isaac Norris, se dressa violemment contre lui et soutint un autre candidat. Après maints débats tumultueux, Franklin gagna de justesse, mais en réfléchissant à la situation, il vit venir un danger. Norris était un riche homme d'affaires, cultivé et charismatique. Il était également ambitieux et sûr de grimper les échelons. Si Franklin se montrait hostile vis-à-vis de lui, comme l'on pouvait s'y attendre après la bataille autour du poste de greffier, il confirmerait tout le mal que Norris pensait de lui et s'en ferait un ennemi implacable. En revanche, si Franklin l'ignorait, Norris risquait de prendre cela pour de la morgue et ne l'en haïrait que davantage. Aux yeux de certains, mieux valait combattre à visage découvert et prouver à l'adversaire qu'il ferait mieux de ne pas lui marcher sur les pieds. Mais ne serait-il pas infiniment plus efficace de faire le contraire de ce à quoi Norris s'attendait et de s'en faire en finesse un allié fidèle? Franklin réfléchit avant d'agir. Il observa attentivement le comportement de son collègue au corps législatif, s'informa auprès de gens bien renseignés et tenta de se mettre complètement dans la peau de Norris. Il conclut que Norris était orgueilleux et particulièrement émotif et pas toujours sûr de lui. Il était avide de faire impression. Il avait besoin d'être aimé et admiré. Peut-être jalousait-il la popularité et les succès de Franklin. Grâce à ses informateurs, Franklin sut que Norris avait une étrange passion, une riche bibliothèque personnelle contenant de nombreux livres rares, dont un spécimen introuvable qu'il chérissait par-dessus tout. Ces livres étaient pour lui un symbole de distinction et de noblesse. Sachant tout cela, Franklin définit sa stratégie. Il écrivit à Norris une lettre fort courtoise exprimant l'admiration qu'il avait pour sa collection de livres. Il l'informa qu'il était lui-même bibliophile et qu'il avait beaucoup entendu parler de l'exemplaire unique qui était le fleuron de la collection de Norris. Rien ne pouvait lui faire plus plaisir que de pouvoir le parcourir à son aise. Si Norris voulait bien le lui prêter quelques jours, il en prendrait le plus grand soin et le lui renverrait rapidement. Flatté par cette attention, Norris lui envoya le livre sur-le-champ, et Franklin le lui rendit comme prévu, avec un petit mot pour lui exprimer sa gratitude. À la session suivante du corps législatif, Norris vint trouver Franklin et ils bavardèrent amicalement comme il ne l'avait jamais fait jusque-là. Comme Franklin l'avait prévu, il avait créé un doute chez Norris. Malgré les soupçons qu'il nourrissait à l'endroit de Franklin, Norris eut la preuve que son adversaire était un homme d'honneur, bibliophile comme lui, et capable de tenir parole. Comment aurait-il gardé la moindre rancœur alors qu'il lui avait adressé ce précieux livre? En tablant sur la vive sensibilité de Norris, Franklin avait changé ses sentiments du tout au tout. Ils devinrent des amis proches et restèrent d'indéfectibles alliés politiques jusqu'à la fin de leur carrière. Franklin, de son côté, s'appliqua à utiliser la même méthode avec tous ses futurs ennemis politiques. À Philadelphie, Benjamin Franklin avait la réputation d'un homme d'affaires et d'un citoyen totalement digne de confiance. Il s'habillait comme tout le monde, mais travaillait plus que n'importe qui. Il ne fréquentait ni les bars ni les salles de jeu, et il avait des façons simples, voire humbles. Il faisait pratiquement l'unanimité. Toutefois, lors de son ultime apparition sur la scène publique, il surprit le public en faisant comme s'il avait oublié ses origines populaires. En 1775 éclata la guerre d'indépendance des États-Unis. Benjamin Franklin était désormais un personnage politique en vue. Il fut dépêché en France en qualité d'ambassadeur extraordinaire pour obtenir des armes, des financements et une alliance.
Bientôt, des rumeurs se répandirent dans la colonie concernant les multiples intrigues de Franklin avec des demi-mondaines et des courtisanes. Il participait à des fêtes somptueuses et à de grands dîners, ce qui était en grande partie vrai. De grands hommes politiques tels John Adams l'accusèrent de s'être laissé corrompre par les Parisiens. Sa popularité s'effondra en Amérique. Mais ce que les critiques et le public ne saisissaient pas, c'était que, où qu'aille Franklin, il adoptait la tenue, la morale et le comportement de la culture ambiante, en sorte d'y pouvoir faire son chemin. Son but exclusif était de gagner les Français à la cause américaine, et comprenant fort bien leur nature, il s'était donc transformé en ce qu'ils voulaient voir en lui, une version américaine de l'esprit français et du mode de vie correspondant. Il se fondait sur leur fameux narcissisme. Cette stratégie fit des miracles. Les Français adorèrent Franklin, qui acquit de l'influence au sein de leur gouvernement. Au bout du compte, il fit signer une importante alliance militaire et obtint des financements que personne d'autre n'était parvenu à arracher au roi de France, connu pour son avarice. Ce dernier acte de la vie publique de Franklin n'était pas une aberration, mais l'application ultime de ses principes de communication. Les secrets de la maîtrise. C'est pourquoi, quand on veut vivre parmi les hommes, il faut laisser chacun exister et l'accepter avec l'individualité quelle qu'elle soit, qui lui a été départie. Il faut se préoccuper uniquement de l'utiliser autant que sa qualité et son organisation le permettent, mais sans espérer la modifier et sans la condamner purement et simplement telle qu'elle est. Voilà la vraie signification de ce dicton « vivre et laisser vivre ». Par conséquent, il est aussi insensé de s'indigner de leur conduite que d'une pierre qui vient rouler sous nos pieds. À l'égard de maint individu, le plus sage est de se dire « Je ne le changerai pas, je veux donc l'utiliser ». Arthur Schopenhauer. L'homme est l'animal social par excellence. Il y a des centaines de milliers d'années, nos premiers ancêtres se sont organisés en groupes sociaux complexes. Pour s'adapter à cette évolution, ils ont acquis des neurones miroirs beaucoup plus sensibles et sophistiqués que ceux des autres primates. Ainsi, ils pouvaient se servir de ces neurones non seulement pour s'imiter les uns les autres, mais également pour imaginer ce que l'autre était susceptible de penser et de sentir, le tout au niveau préverbal. Cette empathie leur permettait un niveau élevé de coopération. Puis survinrent le langage et les capacités de raisonnement afférentes. Nos ancêtres ont alors fait un pas de plus dans le sens de l'empathie. Ils ont pu observer des schémas répétitifs dans le comportement des gens et en déduire leur motivation. Avec le temps, ces capacités de raisonnement sont devenues infiniment plus puissantes et sophistiquées. En théorie, nous possédons tous aujourd'hui des outils naturels, empathie, raisonnement conscient, pour comprendre avec la plus grande finesse les autres hommes. En pratique, ces outils restent hélas essentiellement embryonnaires, à cause de la nature singulière de l'enfance chez l'homme. Elle constitue une période de dépendance particulièrement prolongée. Par rapport aux autres animaux, nous venons au monde extrêmement faibles et sans défense. Et nous le demeurons pendant de longues années avant de pouvoir fonctionner de façon autonome. Cette période prolongée d'immaturité, qui dure entre 12 et 18 ans, joue un rôle précieux. Elle nous donne la possibilité de nous focaliser sur le développement de notre cerveau, lequel est de loin l'arme la plus importante de l'arsenal de l'homme. Toutefois, cette enfance prolongée a un prix. Pendant cette phase de faiblesse et de dépendance, nous éprouvons le besoin d'idéaliser nos parents. Notre survie dépend en effet de leur force et de leur fiabilité. Le fait de voir chez eux des fragilités suscite une insupportable anxiété. Il est donc inévitable de les voir plus forts, plus compétents et plus généreux qu'ils ne le sont en réalité. L'enfant en vient à juger leurs actes à travers les prismes déformants de ses besoins, de façon à ce que les parents deviennent une sorte d'extension de sa personnalité. Pendant cette longue période d'immaturité, l'enfant transfère souvent cette idéalisation et ces distorsions à ses enseignants et à ses amis. Il projette sur eux ce qu'il veut et ce qu'il a besoin de voir. Son opinion vis-à-vis des personnes est saturée d'émotions variées, vénération, admiration, amour, besoin, colère. Puis, il arrive inévitablement souvent au moment de l'adolescence
que nous entrevoyons les côtés moins nobles de beaucoup de gens, dont nos parents. Nous ne pouvons manquer d'être bouleversés par cet écart entre ce que nous avons imaginé et la réalité. Dans notre déception, nous tendons à exagérer les défauts de nos parents autant que nous exagérions naguère leurs qualités. Si nous sommes contraints de façon précoce à nous débrouiller seuls, nos besoins pratiques l'emportent sur notre réflexion et nous devenons plus détachés et réalistes. Mais en général, les longues années pendant lesquelles nous voyons les gens à travers le prisme de nos besoins affectifs deviennent une habitude dont nous avons du mal à nous défaire. Appelons cette façon de voir la perspective naïve. Cette perspective est naturelle à cause du caractère unique de notre enfance. Mais elle est dangereuse car elle nous imprègne d'illusions infantiles sur les personnes et déforme notre façon de les voir. Nous conservons cette naïveté une fois adultes pendant la phase d'apprentissage. Quand nous arrivons dans le milieu du travail, les enjeux deviennent brusquement beaucoup plus lourds. Les gens ne se battent plus pour de bonnes notes ni pour se faire bien voir, mais pour survivre. Sous de telles pressions, ils révèlent des travers qu'ils préféreraient cacher. Ils manipulent, ils entrent en concurrence et pensent d'abord à eux-mêmes. Aveuglés par ce comportement, nous sommes encore plus remués qu'auparavant par nos émotions. Nous restons bloqués dans une perspective naïve. La perspective naïve nous rend fragiles et vulnérables. Par nombrilisme, nous nous polarisons sur ce qui nous concerne dans les mots et les actes des autres, et nous méjugeons en permanence leurs intentions. Nous projetons sur eux nos propres sentiments. Nous ne comprenons ni ce qu'ils pensent, ni ce qui les motive. Chez nos collègues de travail, nous sommes incapables d'identifier la source de leur jalousie et les raisons de leur manipulation. Quand nous tentons de les influencer, nous partons de l'hypothèse qu'ils veulent la même chose que nous. Sur nos mentors et nos chefs, nous projetons notre imaginaire infantile. Nous éprouvons vis-à-vis des détenteurs de l'autorité une adoration ou une terreur injustifiée. Nous avons ainsi avec eux des relations orageuses et friables. Nous croyons comprendre les autres, alors que nous les voyons à travers un prisme déformant. Dans cette condition, nos capacités d'empathie ne nous servent à rien. À cause des inévitables erreurs que nous commettons, nous nous enferrons dans des chamailleries et des drames qui nous consument l'esprit et nous distraient de notre apprentissage. Notre sens des priorités se fausse. Nous gérons avec maladresse les questions politiques et relationnelles car nous sommes débordés. Si nous n'y prenons pas garde, nous conservons ces habitudes pendant l'étape suivante de notre vie, la phase créative active, au cours de laquelle nous devenons des personnages de plus en plus publics. À ce niveau, le fait d'être un handicapé relationnel peut s'avérer particulièrement embarrassant et même fatal pour faire carrière. Ceux qui conservent ces attitudes infantiles sont rarement capables de gérer les succès que leur vaut leur talent. L'intelligence rationnelle ne consiste en rien d'autre que refuser la perspective naïve et faire preuve de réalisme, c'est-à-dire focaliser notre attention vers l'extérieur et non sur notre ombilic et développer les facultés d'observation et d'empathie que nous possédons naturellement. Ou encore, nous affranchir de notre tendance à idéaliser ou à diaboliser les gens pour les voir et les accepter tels qu'ils sont. Cette manière de penser est à cultiver de façon aussi précoce que possible dès la phase d'apprentissage. Mais avant de commencer à acquérir cette intelligence, nous devons en finir avec la perspective naïve proprement dite. Prenons l'exemple de Benjamin Franklin, emblème de l'intelligence relationnelle et parangon du rôle que celui-ci joue dans la maîtrise. Avant-dernier enfant d'une famille nombreuse, il apprit tout jeune à parvenir à ses fins en se servant de son charme. En grandissant, il se convainquit, comme tant de jeunes, que pour bien s'entendre avec les autres, il devait se montrer gentil et faire leur conquête à force d'amabilité. Mais quand il entra dans le monde du travail, il s'aperçut que son charme était en vérité la cause de son problème. S'il avait adopté la séduction comme stratégie, c'était à cause de ses besoins infantiles. Elle était le reflet de son narcissisme, de son don pour les mots et de sa vivacité d'esprit. Comme il n'avait aucune connaissance des vrais besoins des gens, ceux-ci avaient beau jeu de l'exploiter et l'attaquer. Pour être utilement charmant et efficace sur le plan relationnel, il faut comprendre les gens, et pour cela, il faut sortir de soi-même et plonger son esprit dans leur monde à eux. C'est seulement quand Franklin comprit à quel point il était naïf qu'il put prendre les mesures nécessaires pour changer. La décision de développer son intelligence relationnelle fut le virage décisif de sa carrière.
Il devint un observateur perspicace de la nature humaine. Il acquit une véritable clairvoyance pour percer à jour la personnalité des autres. Il devint la coqueluche de la bonne société. Les hommes et les femmes tombaient sous son charme grâce à sa capacité à se mettre à leur diapason. Avec des relations sociales paisibles et productives, il put gagner du temps et focaliser son attention sur l'écriture, les questions scientifiques et ses nombreuses inventions. Sur la maîtrise, en somme. On peut déduire de la vie de Benjamin Franklin que l'intelligence relationnelle exige une approche distanciée et non affective des personnes. Cela rend-il la vie ennuyeuse? Pas une seconde. Franklin étant lui-même de nature très émotive, il ne chercha pas à la refouler, mais plutôt à retourner ses émotions en sa faveur. Au lieu d'être obsédé par lui-même et par ce que les autres ne lui donnaient pas, il réfléchit intensément à la façon dont eux-mêmes percevaient le monde, ce qu'ils ressentaient et ce dont ils manquaient. Le fait de lire à livre ouvert les émotions des autres crée de l'empathie et aboutit à une compréhension profonde de ce qui les motive. Chez Franklin, cette façon de se tourner vers les autres lui faisait éprouver un sentiment agréable de légèreté et d'aisance. Sa vie, loin d'être monotone, était tout bonnement libérée de toute chamaillerie superflue. Comprenons-nous bien. Vos difficultés à développer votre intelligence relationnelle persisteront jusqu'au moment où vous comprendrez que votre vision des autres est dominée par une perspective naïve. En suivant l'exemple de Franklin, vous pourrez atteindre un niveau de conscience supérieur en vous penchant sur votre passé et en accordant une attention particulière aux disputes, aux erreurs, aux tensions et aux déceptions de votre vie relationnelle. Tant que vous décrypterez les événements à travers le prisme de la perspective naïve, vous vous concentrerez exclusivement sur ce que les autres vous ont fait, les mauvais traitements subis, les blessures et les affronts reçus. Retournez la situation en commençant par vous-même. Analysez pourquoi vous avez attribué à des personnes des qualités qu'elles ne possédaient pas et pourquoi vous avez ignoré les indices révélant les côtés obscurs de leur personnalité. Ainsi, vous distinguerez clairement l'écart entre la réalité et les illusions que vous avez sur ce qu'ils sont. Vous comprendrez également votre responsabilité dans la création de cet écart. Si vous y regardez d'assez près, vous reconnaîtrez souvent dans vos relations avec vos chefs et vos supérieurs la même dynamique que celle de votre famille pendant votre enfance. L'habitude d'idéaliser et de diaboliser dont vous ne pouvez vous défaire. Quand vous prenez conscience de la distorsion résultant de la perspective naïve, vous vous sentez naturellement gêné aux entournures. Vous vous rendez compte que vous avancez à l'aveuglette, que vous ne pressentez ni les motivations ni les intentions des gens et que vous êtes donc toujours exposé aux mêmes erreurs que dans le passé. Vous vous apercevez que vous n'avez pas de vrai lien avec les autres et vous ressentez un besoin intérieur de changer cette dynamique, de sortir de votre coquille au lieu de rester recroquevillé sur vos propres sentiments. Vous apprendrez à observer toute situation avant de réagir. Cette clarté nouvelle du regard doit être accompagnée par un changement d'attitude sans passer brutalement de la naïveté au cynisme. Choisissez plutôt l'acceptation inconditionnelle. Le monde regorge de personnes dont chacune a son caractère et son tempérament. Nous avons tous un côté obscur, une tendance à la manipulation et des pulsions agressives. Les personnes les plus dangereuses sont celles qui refoulent leurs désirs ou se cantonnent dans le déni, car elles les expriment de la façon la plus sournoise. Certaines ont des défauts particulièrement accusés. Comme il est impossible de changer ces personnes en profondeur, il faut juste éviter d'être leur victime. En tant qu'observateur de la comédie humaine, vous vous voudrez aussi tolérant que possible. Vous acquérez une capacité supérieure à comprendre les gens et, si nécessaire, à influencer leur comportement. Une fois cette prise de conscience et ce changement d'attitude en place, vous pourrez progresser dans l'apprentissage de l'intelligence relationnelle. Cette intelligence se compose de 2 éléments à maîtriser, d'égale importance. Le premier est la connaissance spécifique de la nature humaine, c'est-à-dire la capacité à discerner les personnes, à percevoir la façon dont elles envisagent le monde et à comprendre leur individualité. Le deuxième, qui est la connaissance générale de la nature humaine, consiste à accumuler et à comprendre les schémas répétitifs généraux propres au comportement de l'homme en général, sans oublier le côté obscur que l'on oublie trop souvent. Tous les hommes sont faits d'un mélange de qualités uniques et de traits communs à l'espèce. Et seule la possession de ces 2 formes de connaissance vous offre une image complète de la nature humaine. Leur acquisition vous conférera des compétences précieuses, indispensables dans la quête de la maîtrise. La connaissance spécifique, comprendre les gens.
La plupart des personnes font tôt ou tard l'expérience d'un lien troublant, inexplicable, avec une autre personne. Nous touchons dans de tels moments à une compréhension intime difficile à verbaliser. Nous avons même le sentiment de pouvoir anticiper les pensées de l'autre. Ce niveau de communication est en général réservé à des amis proches et des partenaires, des personnes qui inspirent confiance et sont à notre diapason à bien des niveaux. L'influence qu'ils ont sur nous est en proportion de la confiance que nous leur accordons et vice-versa. Dans notre état normal, nous sommes souvent nerveux, agressifs et égocentriques, et notre esprit est replié sur nous-mêmes. Mais dans ces moments de communication privilégiés, le monologue intérieur est coupé et nous captons parfaitement les signaux émis par l'autre. Cela signifie que quand nous ne sommes pas obsédés par nous-mêmes et que nous nous occupons profondément d'un autre, nous accédons à des formes de communication essentiellement non-verbales et particulièrement efficaces à leur façon. On peut imaginer que nos ancêtres primitifs, poussés par leur besoin de coopérer à haut niveau et encore vierges de monologues intérieurs qui s'expriment par des mots, possédaient une sensibilité extraordinaire aux humeurs et aux sentiments des autres membres du groupe, une forme de télépathie. Cela serait analogue à ce que possèdent d'autres animaux sociaux, mais dans ce cas, cette sensibilité aurait été renforcée par la capacité de nos ancêtres à s'installer dans l'esprit des autres. L'intensité de la communication non verbale que nous utilisons avec nos proches ne convient manifestement pas dans notre milieu de travail, mais dans la mesure où nous nous ouvrons aux autres et dirigeons notre attention vers eux, nous pouvons recouvrer en partie la sensibilité qui était celle de nos ancêtres et devenir beaucoup plus efficaces dans notre décryptage de la pensée des autres. Pour lancer ce processus, il faut vous entraîner à attacher moins d'importance aux mots que prononcent les gens et davantage au ton de leur voix, à la qualité de leur regard et au langage de leur corps. Autant de signaux susceptibles de révéler une nervosité, une fièvre qui ne s'exprime pas verbalement. Quand on amène les gens à s'énerver, ils en révèlent beaucoup plus sur eux-mêmes. En coupant votre monologue intérieur et en leur accordant une attention sans partage, vous recueillez des signaux que vous enregistrez sous forme de sensations et d'intuitions. Faites confiance à ces impressions. Elles vous apprennent des choses que l'on a souvent tendance à ignorer parce qu'elles ne sont pas faciles à verbaliser. Plus tard, on pourra tenter d'identifier dans ces signaux des schémas répétitifs et analyser ce qu'ils signifient. Au niveau non verbal, il est intéressant d'observer la façon dont les gens se comportent vis-à-vis des dépositaires du pouvoir et de l'autorité. Ils tendent à exprimer des angoisses, des ressentiments ou une fausse servilité qui trahissent quelque chose d'essentiel dans leur psychologie, quelque chose qui remonte à l'enfance et que clame le langage de leur corps. Quand vous faites davantage attention aux autres, vous sentez le besoin de baisser votre propre garde pour vous ouvrir à leur influence. Mais aussi longtemps que nos émotions et notre empathie sont tournées vers l'extérieur, nous sommes capables de nous distancier par besoin d'analyser ce que nous avons capté. Résistez à la tentation d'interpréter leurs paroles et leurs actes comme si vous étiez implicitement concerné. Cela ramènerait vos pensées sur vous-même et bloquerait l'immédiateté de la communication. À titre d'exercice, essayez d'imaginer le monde à travers les yeux des gens que vous connaissez bien, en vous mettant à leur place et en ressentant ce qu'ils ressentent. Remémorez-vous des expériences affectives courantes, par exemple un traumatisme ou une difficulté récente rappelant d'une façon ou d'une autre ce que votre interlocuteur est en train de traverser. En revivant en partie cette émotion, vous faciliterez le processus d'identification. Votre but n'est pas d'habiter littéralement leur esprit, ce qui est impossible, mais d'exercer vos capacités d'empathie et de parvenir à une évaluation plus réaliste de leur point de vue. Savoir peu ou prou se mettre à la place de l'autre est un moyen magnifique d'assouplir son propre processus de pensée qui tend à se figer. La capacité à comprendre ce que ressent l'autre est analogue au processus créatif, lequel permet d'aborder avec sensibilité le sujet que l'on étudie. Plus vous vous fiez à votre intuition pour lire dans l'esprit des autres, plus vous gagnez en efficacité et en précision. Mais l'idéal est de combiner cette approche avec une forme plus consciente d'observation. Par exemple, il vous faut noter avec une attention particulière les actes et les décisions des personnes. Votre but est de tirer au clair les motivations cachées qui les habitent et qui tournent souvent autour de la question du pouvoir. Les gens parlent volontiers de leurs motivations et de leurs intentions. Ils ont l'habitude de déguiser celles-ci avec un flot de paroles. Leurs actes, en revanche, sont beaucoup plus révélateurs de leur caractère et de ce qui les motive en profondeur. S'ils affichent une volonté générale de chercher la paix, mais se comportent de façon agressive dans diverses circonstances,
accordez une pondération plus importante à l'agression qu'au vernis qui la masque. De même, observez particulièrement la façon dont les gens réagissent en situation de stress. Bien des masques tombent dans la chaleur du moment. Si vous vous demandez quels sont les indices à guetter, soyez particulièrement sensible à toute forme de comportement extrême. Par exemple, une rudesse manifeste, une amabilité exagérée, une tendance à tout prendre à la rigolade, etc. Vous remarquerez souvent que ceux qui portent tel ou tel masque cherchent à cacher exactement le contraire pour distraire les autres de la vérité. S'ils s'affirment de façon tonitruante, c'est qu'ils se sentent intérieurement très peu sûrs d'eux. S'ils sont tout sucre et tout miel, c'est à cause de pulsions agressives secrètes. Et s'ils plaisantent, cela cache de la malveillance. D'une façon générale, tâchez de décoder tous les signaux possibles, jusqu'aux vêtements qu'ils portent et à l'ordre qu'ils règnent sur leur poste de travail. Un autre élément qui en dit long, c'est le choix de leur compagnon ou de leur conjoint, notamment quand ce choix ne semble pas cohérent avec l'image qu'ils tentent de faire valoir. Ce choix peut être révélateur de besoins insatisfaits depuis l'enfance, de désirs de pouvoir et de contrôle, d'une médiocre image d'eux-mêmes et d'autres caractéristiques qu'ils cherchent généralement à masquer. De menus travers, être régulièrement en retard, prêter peu d'attention aux détails, ne pas rendre les services, sont révélateurs de leur psychologie profonde. Ce sont des schémas répétitifs auxquels vous devez accorder de l'attention. Rien n'est insignifiant dans ce domaine. Évitez de vous fier à la première impression que vous font les gens. Elle est souvent erronée, pour plusieurs raisons. Lors d'une première rencontre, on tend à être nerveux, moins ouvert et plus replié sur soi. On n'accorde pas de véritable attention à l'interlocuteur. De surcroît, les gens s'entraînent à faire illusion. Ils se forgent un personnage qu'ils utilisent en public et qui leur sert d'armure pour les protéger. Sans une capacité de perception très fine, vous aurez tendance à confondre le masque et la réalité. Par exemple, quelqu'un que vous jugez très puissant et affirmé peut simplement cacher ses peurs et avoir moins de pouvoir que ce que vous n'imaginiez au premier abord. Ce sont souvent les plus tranquilles, ceux qui ne se dévoilent guère au premier regard, qui cachent des forces très profondes et un pouvoir secret important. Ce qu'il vous faut chercher, c'est le comportement de la personne à long terme. Cela vous donnera une notion bien plus précise de leur vraie personnalité qu'une simple première impression. Ne vous hâtez pas de juger. Attendez quelques mois que la personne en révèle plus sur elle-même et vous la cernerez beaucoup mieux. En fin de compte, votre but est d'identifier et de percer à jour ce qui rend telle ou telle personne unique, et de comprendre le caractère et les valeurs qui sont pour elle le cœur de son équilibre. Plus vous creusez le passé des gens et leur façon de penser, plus vous pénétrez leur esprit en profondeur. Ceci vous rendra capable de comprendre leurs motivations, de prévoir leurs actes et d'identifier la meilleure façon de les mettre de votre côté. Ainsi, vous cesserez d'avancer à tâtons. Au cours d'une vie, on rencontre des milliers d'individus et le fait de pouvoir les voir tels qu'ils sont n'a pas de prix. Gardez toutefois à l'esprit que les gens ne cessent de changer, que votre jugement ne soit pas définitif. Continuez à observer et mettez régulièrement vos conclusions à jour. La connaissance générale. Les 7 réalités qui tuent. Depuis l'aube de l'histoire, on observe dans le comportement de l'homme des schémas répétitifs qui transcendent la culture et le temps et révèlent des traits universels qui nous appartiennent à tous en tant qu'espèce. Certains de ces traits sont fortement positifs. Par exemple, notre capacité à coopérer au sein d'un groupe. D'autres sont négatifs et peuvent s'avérer destructeurs. Chacun possède, ne serait-ce qu'à petite dose, un certain nombre de défauts, envie, conformisme, rigidité, obsession de soi, paresse, veulerie et agression passive. Dans le cadre d'un groupe, il existe inévitablement des personnes possédant une ou plusieurs de ces caractéristiques à un degré suffisant pour en faire des prédateurs. Nous appellerons ces caractéristiques les 7 réalités qui tuent. Le problème, c'est que les gens n'aiment pas faire état publiquement de ces travers, considérés comme peu flatteurs. Ils les cachent de leur mieux jusqu'au moment où leurs actes les trahissent et nous causent du tort. La surprise nous fait réagir à brûle-pourpoint, ce qui aggrave les dommages et entraîne des conséquences susceptibles de peser sur le reste de notre vie. Par l'étude et l'observation, nous devons comprendre ces 7 réalités qui tuent. Si nous en décelons la présence, nous pouvons éviter de les activer.
Les conseils qui suivent sont vitaux pour acquérir l'intelligence relationnelle. Envie. Il est dans notre nature de nous comparer constamment aux autres en termes d'argent, de beauté, de sang-froid, d'intelligence, de popularité, etc. Si quelqu'un réussit mieux que nous, cela suscite de notre part une jalousie bien naturelle que nous réussissons souvent à minimiser car c'est une émotion désagréable. Nous attribuons le succès de cette personne à la chance ou à ses relations, ou bien nous nous disons qu'il ne durera pas. Chez certains, cette rancœur va beaucoup plus loin, selon leur manque de confiance en eux-mêmes. Quand l'envie nous dévore, la seule façon de nous soulager est de ruiner celui qui est l'objet de cette émotion. L'envieux n'admettra jamais la raison de sa conduite malveillante, il se justifiera avec des prétextes plus présentables. Souvent, il refuse d'admettre qu'il est jaloux. C'est pourquoi ce vice est très difficile à identifier. Mais il y a des indices qui ne trompent pas. Les gens qui font le plus votre éloge ou se montrent les plus amicaux dès vos premières rencontres sont souvent des envieux qui se rapprochent de vous pour vous faire du tort. Ouvrez l'œil. Les gens qui manquent le plus de confiance en eux-mêmes sont certainement les plus enclins à l'envie. Il reste qu'en général, l'envie est très difficile à démasquer. La prudence exige de ne pas la susciter par inadvertance. Quand on a un talent donné, on doit s'appliquer à faire preuve de faiblesse dans d'autres domaines pour éviter d'apparaître trop parfait et trop doué. Quand on a affaire à des personnes manquant de confiance en elles, il faut particulièrement s'intéresser à leur travail et même leur demander conseil. Il faut soigneusement éviter de se vanter de tout succès et, si nécessaire, attribuer celui-ci à la chance. Il est toujours avisé de dévoiler de temps en temps ses propres doutes et hésitations, cela rend plus humain aux yeux des autres. Le fait de se moquer de soi-même avec humour fait merveille. Il faut particulièrement veiller à ne jamais faire perdre la face à quelqu'un. Le pire serait de monter en épingle son manque d'intelligence. C'est en général en se faisant trop remarquer que l'on devient la cible des jaloux. Il faut s'attacher à ne jamais sembler menaçant et se fondre dans le paysage jusqu'au jour où on connaît un succès tel que cela ne compte plus. Conformisme. Lorsque des personnes s'organisent en groupe, cela crée inévitablement entre elles une culture d'entreprise. Les membres du groupe auront beau clamer leur tolérance et se réjouir des différences entre eux, la réalité est que les personnes significativement différentes les mettent mal à l'aise et sapent leur confiance en eux-mêmes en remettant en question les valeurs de la culture dominante. Celle-ci se caractérise par des normes non écrites qui évoluent avec le temps. Dans certains milieux, la présentation physique a de l'importance. Mais en général, c'est la pensée unique qui est le fardeau le plus lourd. Les membres du groupe adoptent inconsciemment l'esprit du leader et partagent ses valeurs morales et politiques. On identifie l'esprit du groupe en observant à quel point ses membres éprouvent le besoin d'afficher des opinions ou des idées conformes aux normes. Certains membres du groupe sont les gardes-chiourmes de la norme et peuvent s'avérer très dangereux. Si vous avez des tendances rebelles ou excentriques, comme c'est souvent le cas de ceux qui vivent la maîtrise, vous devez veiller à ne pas étaler vos différences de façon trop visible, surtout dans votre phase d'apprentissage. Que seul votre travail prouve de façon subtile votre esprit individuel, mais restez paplard et flagorneur sur les questions de politique, de morale et de valeur. Votre lieu de travail est une sorte de théâtre où vous portez un masque. Réservez à vos amis vos idées les plus intéressantes et les plus frappantes en dehors de votre cadre de travail. Surveillez vos paroles. Attention à ne pas exprimer librement vos opinions. Si vous ignorez cette réalité qui tue, vos interlocuteurs n'admettront jamais la cause de leur désaffection, car ils ne veulent pas être pris pour des conformistes. Ils trouveront d'autres raisons de vous mettre à l'écart ou de saboter votre action. Ne prêtez pas le flanc à ce genre d'attaque. Plus tard, quand vous aurez acquis la maîtrise, vous aurez de nombreuses opportunités pour affirmer votre individualité et piétiner joyeusement la pensée unique. Rigidité. Le monde devient de plus en plus complexe à bien des égards. Face à n'importe quel dilemme, on a tendance à adopter la politique de l'autruche en prenant des habitudes qui nous donnent le sentiment de maîtriser la situation. Les idées, les procédures et les visages familiers rassurent. Cela est vrai de n'importe quel groupe. Les gens respectent les procédures sans vraiment savoir pourquoi, juste parce que celles-ci ont résisté à l'épreuve du temps. Ils deviennent très agressifs si leurs façons de faire sont remises en question. Ils s'agrippent à certaines idées, même avérées funestes, de façon répétée. Prenons comme exemple l'histoire des sciences.
Chaque fois qu'une idée neuve ou une nouvelle façon de voir le monde a été introduite, les adeptes de l'ancien système se sont battus à mort pour le conserver, quelles que soient les preuves nouvelles présentées. Il est dans la nature humaine, surtout à partir d'un certain âge, de rejeter les modes différents de penser ou d'agir. Personne ne se vante d'être rigide. Pourtant, on se heurte à cette réalité tueuse chaque fois que l'on veut instaurer une idée ou une procédure nouvelle. Les plus coincés montrent des signes d'agacement, voire de panique. Plus vous insistez de façon logique et raisonnée, plus ils bétonneront leur résistance. Si vous vous montrez aventureux et ouvert, votre esprit sera jugé perturbateur et insupportable. Si vous n'êtes pas conscient des dangers qu'il y a à susciter ce genre de peur, vous vous créerez toutes sortes d'ennemis cachés, prêts à tout pour sauvegarder l'ordre établi. Rien ne sert de lutter contre la rigidité des personnes, ni de polémiquer contre leur obstination irrationnelle. C'est une perte de temps, et par-dessus le marché, cela rend rigide. Mieux vaut prendre acte de la rigidité des autres et respecter en apparence leur attachement au statu quo. Mais par-devers vous, travaillez votre ouverture d'esprit. Débarrassez-vous de vos mauvaises habitudes et cultivez résolument vos idées nouvelles. Obsession de soi. Au travail, il est normal de penser d'abord à soi. Le monde est dur, la concurrence féroce. Chacun doit veiller sur ses propres intérêts. Même quand nous agissons pour le bien commun, nous sommes souvent motivés par le désir inconscient d'être aimés et d'améliorer notre image. Il n'y a pas de honte à cela. Mais comme il n'est pas considéré comme noble d'être égoïste, la plupart des gens font des pieds et des mains pour cacher le fait qu'ils sont intéressés. Ce sont souvent les plus égocentriques qui drapent leurs actes d'une aura de morale ou de sainteté et ils s'appliquent à soutenir publiquement les causes justes. Trompés par les apparences, on fait souvent appel, en cas de besoin, à la gratitude de ceux à qui l'on a rendu service, à leur nature ostensiblement charitable et à leurs sentiments amicaux. Et il est décevant de se faire alors y conduire ou d'avoir à attendre jusqu'au point de laisser tomber. Naturellement, nul n'avoue la vraie raison de ces comportements. En réalité, les gens ne pensent qu'à eux. Au lieu de se mettre soi-même dans cette position, mieux vaut comprendre et accepter cette réalité qui tue. Quand on demande un service, il faut d'abord faire appel à l'intérêt personnel de l'interlocuteur. Et il faut appliquer cela à tout le monde, quelle que soit l'obsession de soi de l'intéressé. Il faut voir le monde à travers ses yeux, à lui, et identifier ses besoins. En échange de son aide, il faut lui offrir quelque chose de précieux, par exemple lui faire gagner du temps ou lui fournir un contact intéressant. Parfois, la personne se contentera de sortir de l'affaire grandie à ses propres yeux, à condition de pouvoir s'attendre à un avantage concret à l'avenir. D'une façon générale, il faut toujours orienter la conversation sur l'interlocuteur et ses intérêts. Cela contribue de façon déterminante à le mettre du bon côté. Paresse. Chacun a tendance à vouloir réaliser ses objectifs de la façon la plus facile et la plus rapide. Mais il faut pour cela maîtriser son impatience. Ce que l'on acquiert par un dur travail a plus de valeur. Mais chez certaines personnes, la paresse l'emporte. Découragés par la perspective d'attendre quelque chose des mois ou des années, les paresseux invétérés sont en permanence à la recherche de raccourcis. Leur fainéantise peut prendre les formes les plus insidieuses. Si par exemple vous parlez étourdiment, ils volent vos meilleures idées et se les approprient. Ils économisent ainsi l'effort de recherche qu'elles vous ont coûté. Ils vous tombent dessus au beau milieu d'un projet et se l'attribuent pour en revendiquer le mérite au moins partiel. Ils vous font tirer les marrons du feu, mais exigent de partager équitablement les récompenses. Pour s'en défendre, il faut pratiquer la prudence. Gardez vos idées pour vous. Cachez assez de détails pour que l'on ne puisse vous les voler. Si vous travaillez pour un supérieur, attendez-vous à ce qu'il s'attribue tout le mérite de vos efforts et s'abstienne de vous citer. Acceptez à la rigueur ce comportement pendant votre phase d'apprentissage, mais pas de la part de collègues. Assurez vos positions et définissez clairement les conditions de votre collaboration. Si quelqu'un veut vous faire travailler à sa place et présenter le résultat comme le fruit d'un effort commun, évaluez si ce travail améliorera vos compétences et renseignez-vous sur l'éthique de votre interlocuteur dans ses projets récents. Méfiez-vous en général des gens désireux de collaborer avec vous. Ils ne cherchent souvent qu'à vous exploiter. Veulerie. Chacun se flatte de ne prendre ses décisions qu'en fonction de considérations rationnelles, alors qu'en réalité,
Ce sont en grande partie nos émotions qui nous guident et altèrent nos perceptions. Nous sommes donc entourés de gens qui, aveuglés par leurs émotions, retournent leur veste pour un oui ou pour un non. Sachez que les promesses sont des denrées périssables. Hier encore, ils se passionnaient pour votre idée. Aujourd'hui, ils deviennent tièdes. Cela vous laisse perplexe, et si vous n'y prenez pas garde, vous vous interrogerez inutilement sur leurs véritables sentiments, leur humeur dans l'instant et leur motivation éphémère. Mieux vaut conserver un sain détachement par rapport aux émotions fugaces des gens afin de ne pas en rester prisonnier. Jugez les personnes sur leurs actes, qui sont en général plus cohérents que leurs paroles. N'attachez pas d'importance excessive aux bonnes paroles de ceux qui semblent si désireux de vous aider. S'ils tiennent parole, tant mieux pour vous. Mais attendez-vous à de fréquents retournements. Quand on ne se fie qu'à soi, on court moins de risques d'être déçu. Agression passive. L'agression passive découle de la crainte d'un affrontement direct. Tout conflit suscite des émotions entraînant une perte de contrôle. À cause de la peur, les gens recourent souvent à des façons biaisées d'arriver à leur fin. La sournoiserie de leur attaque rend difficile l'évaluation saine de la situation et laisse aux adversaires le contrôle de cette dynamique. Tout le monde pratique tôt ou tard l'agression passive. On diffère un projet, on arrive en retard, on lance au passage des flèches assassines. Voilà les formes mineures de l'agression passive. Quand on les observe chez les autres, il suffit parfois de les rappeler à leur devoir en leur montrant qu'ils freinent le processus. Si ces manœuvres sont inoffensives, autant les ignorer. Mais les gens étouffés par leur manque de confiance en eux-mêmes sont de véritables terroristes de l'agression passive et peuvent littéralement vous détruire. La meilleure défense est d'identifier ces personnes avant de croiser le fer et de les fuir comme la peste. Les indices les plus évidents sont à rechercher dans leur passé. Ils ont mauvaise réputation, des bruits courent sur leurs dernières escarmouches, etc. Voyez comment les gens se comportent avec eux, notamment leurs subordonnés directs. Agissent-ils en leur présence de façon timorée? Vous hésitez, car vous les soupçonnez de sabotage ou d'obstruction, alors qu'ils se montrent avec vous gentils et débonnaires. Ignorez leurs simagrées et jugez-les à leurs actes. Vous obtiendrez un tableau plus clair. Vous saurez qu'il s'agit bel et bien d'agression passive s'ils vous esquivent, retardent des actions nécessaires ou importantes pour vous, s'ils cherchent à vous donner des remords pour des raisons que vous ignorez ou qu'ils vous font du tort comme par inadvertance. Vous avez alors une alternative. Soit vous vous retirez, soit vous ripostez de façon également oblique, pour leur faire discrètement comprendre que s'ils vous marchent sur les pieds, ils le paieront. Cela suffit souvent à les décourager et à leur faire chercher une autre victime. Surtout, ne vous laissez pas entortiller dans leurs campagnes et leurs complots. Ce sont des champions de la zizanie et vous risquez de perdre presque à tout coup. Le fait de développer votre intelligence sociale ne vous aidera pas simplement à gérer votre rapport aux autres. Cela vous apportera énormément dans votre pensée et votre créativité en général. Voyons par exemple Benjamin Franklin. Il cultivait sa capacité à mettre le doigt sur les détails qui rendent chaque personne unique et à développer la relation à partir de l'expérience et des motivations de son interlocuteur. Ayant acquis une remarquable sensibilité aux subtilités de la nature humaine, il échappait à la tension courante de mettre tout le monde dans le même panier. Avec des personnes de culture et de formation très différentes, il sut se montrer admirablement patient et ouvert. Ainsi, son intelligence relationnelle s'intégrait totalement à ses recherches intellectuelles. Il avait un œil d'aigle pour chaque détail dans le domaine scientifique. Il avait une approche souple et patiente des problèmes, et il possédait un talent hors du commun pour présenter l'esprit et la voix des personnages créés dans ses œuvres écrites. Comprenons-nous bien. Le cerveau humain est un organe fait de connexions, et il est lui-même connecté à notre corps. Notre cerveau s'est développé du même pas que les capacités croissantes des primates vivant en société. Les neurones miroirs servant à améliorer la communication entre les personnes se sont aussi appliqués à d'autres formes d'activité cérébrale. La capacité à comprendre de l'intérieur les objets et les phénomènes fait partie intégrante de la créativité scientifique. On le constate dans les intuitions de Faraday sur l'électricité et dans les expérimentations mentales d'Einstein. Les grands maîtres de l'histoire,
Léonard de Vinci, Wolfgang Mozart, Charles Darwin et tant d'autres, ont fait preuve d'une manière de penser souple et sensible qui s'est développée au même rythme que leur intelligence relationnelle. Ceux qui sont le plus rigides et introvertis ont beau faire de grands progrès dans leur domaine, leur œuvre souffrira souvent d'un manque de créativité, d'ouverture et de sensibilité aux détails, qui ne fera que s'aggraver avec le temps. Finalement, la capacité à comprendre de l'intérieur les autres personnes ne diffère pas de l'intuition des grands maîtres concernant leur domaine d'étude. Si vous développez vos capacités intellectuelles aux dépens de votre intelligence relationnelle, vous ne faites que retarder votre progrès vers la maîtrise et vous limitez le champ de vos pouvoirs de création. Les stratégies pour acquérir l'intelligence relationnelle. L'homme, avec toutes ses nobles qualités, avec sa sympathie pour les êtres les plus dégradés, avec sa charité qui s'étend non seulement à ses pareils, mais aux plus humbles créatures, avec sa divine intelligence qui pénètre les mystères de la mécanique céleste, l'homme enfin, avec toutes ses admirables facultés, porte encore dans la structure de son corps le sceau indélébile de sa basse origine. Charles Darwin. En traitant avec les autres, on se heurte souvent à des problèmes particuliers qui nous submergent d'émotions et nous bloquent dans une perspective naïve. Parmi ces problèmes, citons les rivalités politiques inattendues, les jugements superficiels fondés sur les apparences et les critiques mesquines. Les 4 stratégies ci-dessous, développées par de grands maîtres du passé et du présent, vous aideront à relever ces inévitables défis et à conserver une attitude mentale rationnelle nécessaire à l'intelligence relationnelle. 1. Faire parler son travail. A. En 1846, un médecin hongrois de 28 ans, appelé Ignaz Semmelweis, commença son internat dans le service d'obstétrique de l'Université de Vienne et fut d'emblée tourmenté par une obsession. La grande plaie dont souffraient les maternités d'Europe était à l'époque la fièvre puerpérale. À l'hôpital où travaillait le jeune Semmelweis, une parturiente sur 6 mourait de cette maladie peu après l'accouchement. À l'autopsie, les médecins trouvaient inévitablement un pus blanchâtre à l'odeur pestilentielle, ainsi qu'une quantité anormale de chair en putréfaction. Voyant presque quotidiennement les effets de cette maladie, Semmelweis ne parvenait pas à penser à autre chose. Il allait se consacrer à résoudre cette énigme. En ce temps-là, on expliquait cette maladie par des particules en suspension dans l'air qui étaient aspirées dans les poumons et déclenchaient la fièvre. Aux yeux de Semmelweis, cette théorie ne tenait pas. Les épidémies de fièvre puerpérale ne semblaient pas dépendre du temps, des conditions atmosphériques, ni de quoi que ce soit en suspension dans l'air. Il remarqua, comme quelques autres, que les femmes qui mouraient le plus étaient celles accouchées par un médecin et non une sage-femme. Nul n'expliquait cet écart, et peu s'en souciaient. Après mûre réflexion et étude des publications sur la question, Semmelweis parvint à la conclusion stupéfiante que c'était le contact direct, peau à peau, entre le médecin et la patiente qui provoquait la maladie. Ce concept était bel et bien révolutionnaire. Il était en train de formuler sa théorie quand un événement survint qui, à son avis, apportait une preuve irréfutable. Un chef de service se piqua le doigt avec un scalpel en faisant l'autopsie d'une femme morte de fièvre puerpérale. Il mourut en quelques jours de septicémie. Quand on disséqua son corps, on y trouva le même pus blanchâtre et les mêmes chairs en décomposition que chez les parturientes. Il apparut dès lors à Semmelweis que les mains des médecins s'infectaient dans la salle d'autopsie et que, en examinant les patientes suivantes et en les accouchant, ils transmettaient la maladie au sang de ces femmes par leurs différentes blessures. C'étaient les médecins qui contaminaient leurs patientes et leur donnaient la fièvre puerpérale. Si telle était la cause, la solution était simple. Les médecins n'avaient qu'à se laver et se désinfecter les mains avant de toucher une patiente. Cette pratique était inusitée dans les hôpitaux de l'époque. Semmelweis l'introduisit dans son service et le nombre de décès fut immédiatement divisé par 2. Sur le point de faire une découverte scientifique majeure, le lien entre des agents pathogènes et les maladies contagieuses, Semmelweis semblait promis à une illustre carrière. Mais l'affaire n'était pas si simple.
Son chef de service, Johann Klein, était un conservateur obstiné qui obligeait les médecins à se conformer strictement aux habitudes médicales de ses prédécesseurs. Il se braqua contre Semmelweis, ce blanc-bec sans expérience, cet extrémiste qui voulait bouleverser les vérités en place et se faire au passage une célébrité. Semmelweis polémiqua avec lui avec acharnement et publia néanmoins sa théorie. Alors Klein se fâcha. Le papier de Semmelweis sous-entendait en effet que les médecins, dont Klein, tuaient leurs patientes, et cela n'était pas supportable. Klein lui-même attribuait la baisse des décès dans le service de Semmelweis à un nouveau système de ventilation qu'il y avait fait installer. En 1849, l'internat de Semmelweis arriva à son terme, et Klein refusa de le proroger. Le jeune homme se retrouva pratiquement à la rue. Toutefois, Semmelweis s'était fait plusieurs alliés fiables au sein de la faculté de médecine, notamment parmi les médecins les plus jeunes. Ceux-ci le supplièrent de se livrer à des expériences contrôlées pour documenter son dossier et de consigner ses observations dans un livre qui diffuserait sa théorie dans toute l'Europe. Mais Semmelweis était dévoré par son animosité contre Klein. Sa colère grandissait de jour en jour. Selon lui, l'attachement de Klein à des théories mortifères dont la fausseté était avérée faisait de lui un criminel. Un tel aveuglement faisait bouillir le sang du jeune Hongrois. Comment supporter un mandarin si tyrannique? À quoi bon faire des expériences et écrire des livres alors que la vérité était déjà manifeste? Semmelweis décida contre l'avis de tous de donner une série de conférences où il fustigeait de façon cinglante l'étroitesse d'esprit de certains confrères. De toute l'Europe, des médecins vinrent assister aux cours de Semmelweis. Il y avait des sceptiques, mais le nombre de convertis ne cessait d'augmenter. Ses alliés à l'université le pressaient de continuer sur son élan en faisant davantage de recherches et en écrivant un livre pour développer sa théorie. Mais au bout de quelques mois de cours, et pour des raisons que nul ne comprit, Semmelweis quitta brusquement la ville et rentra à Budapest, sa ville natale, où il obtint à l'université le poste médical qu'on lui refusait à Vienne. Il ne pouvait supporter de vivre un jour de plus dans la même ville que Klein, et il avait besoin d'une liberté totale pour s'organiser par lui-même, même si Budapest était loin d'être à l'époque la capitale de la science médicale. Ses amis se sentirent trahis. Ils avaient mis leur réputation en jeu pour le soutenir, et voilà qu'il les abandonnait. Dans les hôpitaux de Budapest, où il travaillait désormais, Semmelweis imposa ses procédures de désinfection avec une férocité paranoïaque. Il fit chuter le taux de mortalité, mais s'aliéna la quasi-totalité des médecins et des infirmières. De plus en plus, on se retournait contre lui. Il avait bel et bien appliqué ses idées sur la désinfection, mais sans livre ni expérience adaptée pour les étayer, il semblait ne promouvoir que sa propre autorité et des idées aussi excentriques qu'infondées. La véhémence avec laquelle il assénait ses vérités ne faisait que souligner son manque de rigueur scientifique. Ses ennemis proposaient toutes les hypothèses possibles pour expliquer autrement son succès contre la fièvre puerpérale. En 1860, sous la pression permanente de ses collègues, il décida enfin d'écrire le livre qui expliquerait en totalité sa théorie. Quand il l'eut achevé, ce qui devait n'être qu'un opuscule était devenu une diatribe de 600 pages pratiquement illisible. Son texte était insupportablement répétitif et alambiqué. Ses arguments déchaînaient la polémique, surtout quand il faisait la liste des médecins qui s'étaient opposés à lui et qui, de ce fait, étaient des assassins. Dans ce genre de passage, son écriture devenait presque apocalyptique. Ses adversaires avaient désormais la partie belle. Son livre était si mauvais qu'ils réussirent à en démonter les arguments. Certains se contentaient de se focaliser sur la violence de son ton qui le condamnait de lui-même. Ses alliés ne se rallièrent pas à sa cause. Ils le détestaient à présent. Son comportement devint de plus en plus erratique et méprisant. Ses employeurs finirent par le renvoyer des hôpitaux. Il tomba malade et mourut en 1865 à l'âge de 47 ans, pratiquement sans le sou et abandonné de tous. B. Alors qu'il était étudiant en médecine à l'université de Padoue, Italie, en 1602, l'Anglais William Harvey, 1578-1657, fut saisi de doutes quant au rôle du cœur et à sa fonction en tant qu'organe.
Ce qu'on lui enseignait était fondé sur les théories de Galien, médecin grec du IIe siècle de notre ère. Celui-ci considérait que le sang était fabriqué par le foie et en partie par le cœur, et que les veines le transportaient dans tout le corps où il était absorbé, servant à la nutrition. D'après cette théorie, le sang coulait très lentement du foie au cœur, et de là aux différentes parties du corps qui en avaient besoin, mais il ne revenait pas. Il était consommé sur place. Ce qui perturbait Harvey était la quantité de sang contenue par le corps. Comment celui-ci pouvait-il produire et consommer tant de liquide? Au fil des ans, il fit carrière et fut nommé médecin particulier du roi Jacques Ier. Il continuait à réfléchir aux questions concernant le sang et le rôle du cœur. En 1618, il énonça enfin une théorie. Le sang circule dans le corps, non pas lentement, mais rapidement, grâce au cœur qui fait office de pont. Le sang n'est ni produit ni consommé, il circule en permanence. Le problème de cette théorie, c'est qu'elle ne pouvait être vérifiée directement. Si l'on ouvre le cœur d'un homme pour l'étudier, on le condamne à une mort immédiate. La seule méthode à disposition des savants était la vivisection des animaux ou la dissection de cadavres humains. Hélas, dès que l'on ouvrait le cœur d'un animal, celui-ci se mettait à battre de façon irrégulière et pompait beaucoup trop vite. La mécanique du cœur était complexe, et pour Harvey, elle ne pouvait être comprise que grâce à des expériences contrôlées, par exemple en se servant de garrots compliqués sur les veines de l'homme. Rien ne pouvait être observé directement à l'œil nu. Après toutes sortes d'expériences, Harvey acquit la certitude qu'il avait raison. Mais il en était bien conscient. Il devait mettre au point une stratégie élaborée avant l'étape suivante. Sa théorie était révolutionnaire. Elle bouleverserait de nombreux concepts anatomiques admis depuis des siècles. Il savait qu'en publiant abruptement ses résultats, il susciterait des oppositions et se ferait de nombreux ennemis. Aussi conscient de la résistance naturelle que les gens opposent aux idées neuves, il décida d'être prudent. Il différa la publication de ses découvertes et attendit d'avoir consolidé sa théorie et accumulé des preuves. En attendant, il confia à des collègues de nouvelles expériences et dissections, sollicitant en permanence leur opinion. Ils furent de plus en plus nombreux à mettre en doute les idées en vigueur et à le soutenir. Progressivement, il les gagna à sa cause. En 1627, il fut nommé au poste suprême à l'Académie de médecine, College of Physicians. Il disposait désormais d'un emploi à vie, et nulle théorie ne pouvait plus mettre en danger son gagne-pain. Toujours médecin à la cour, il soigna successivement Jacques Ier et Charles Ier, montés sur le trône en 1625. Il s'appliqua à gagner la faveur du roi. Ce fut un courtisan plein de diplomatie, soucieux de ne pas se compromettre avec telle ou telle faction, ni de participer à quelque intrigue que ce soit. Il faisait preuve d'humilité et ne se vantait jamais. Il confia rapidement ses découvertes au roi afin d'obtenir sa confiance et son appui. Un beau jour, un jeune homme se cassa accidentellement plusieurs côtes sur le côté gauche du thorax. Par le trou, il était possible de voir et toucher son cœur. Harvey fit venir l'accidenté à la cour et l'utilisa pour prouver à Charles Ier la nature des contractions et des expansions du cœur et la façon dont le cœur pompe le sang. En 1628, Harvey publia les résultats de tant d'années de travail avec une habile dédicace à Charles Ier. « Votre Altesse Sérénissime, le cœur de l'animal est la base de la vie, son principal organe, le soleil de son microcosme. C'est de l'activité du cœur que tout dépend. C'est du cœur que proviennent toute vie et toute force. De même, le roi est la base de son royaume, le soleil de son microcosme, le cœur de l'État. C'est de lui que découle tout pouvoir et toute grâce. » Ce livre fit beaucoup de bruit, surtout dans le reste de l'Europe où Harvey était moins connu. L'opposition provenait surtout des médecins les plus âgés, incapables de concilier leurs idées sur l'anatomie avec une théorie aussi nouvelle. De nombreuses publications tentèrent de discréditer ces idées, et Harvey s'abstint en général de les réfuter. Lorsqu'un médecin en vue l'attaquait, il arrivait à Harvey de lui répondre personnellement pour contester son point de vue de façon courtoise, mais étayée. Comme il l'avait prévu, sa théorie gagna progressivement du terrain. Il était en effet en position de force à la fois au sein de la profession médicale
et à la cour. Et il avait accumulé au fil des ans d'innombrables preuves clairement exposées dans son ouvrage. À la mort de Harvey en 1657, son œuvre faisait partie de la doctrine et de la pratique médicale. Comme l'écrivit son ami Thomas Hobbes, Harvey était le seul homme de ma connaissance qui, en dépit des jaloux, a imposé une nouvelle doctrine de son vivant. Les vies respectives de Semmelweis et de Harvey prouvent le rôle critique de l'intelligence relationnelle en tout domaine, même scientifique. Par exemple, la plupart des biographies de Semmelweis dénoncent la myopie tragique d'hommes tels que Klein qui ont poussé à bout ce noble et jeune Hongrois. Pour Harvey, on cite son génie théorique comme seule cause de son succès. Mais dans les deux cas, l'intelligence relationnelle a joué un rôle déterminant. Semmelweis en a totalement ignoré la nécessité. Ce genre de détail l'assommait. Tout ce qui comptait, c'était la vérité. Mais plein de zèle pour sa cause, il se fit de Klein un ennemi. Celui-ci avait déjà eu maille à partir avec des étudiants, mais jamais à ce point. Avec ses constantes récriminations, Semmelweis contraignit Klein à le licencier. Il perdit ainsi au sein de l'université la place importante qui lui aurait permis de diffuser ses idées. Obsédé par son différend avec Klein, il ne formula jamais sa théorie de façon claire et raisonnable. Il poussa jusqu'au ridicule son mépris de convaincre. Eût-il consacré son temps à la seule défense écrite de sa position, il aurait à long terme sauvé davantage de vies. Le succès d'Harvey, en revanche, était principalement dû à la souplesse de son échine. Il avait compris que même un scientifique doit se faire courtisan. Il impliqua ses collaborateurs dans son travail et ils s'attachèrent affectivement à sa théorie. Il publia ses résultats dans un ouvrage sérieux, articulé et facile à lire. Puis il laissa son livre parler par lui-même, sachant qu'en se manifestant après la publication, il ne ferait qu'attirer l'attention sur sa personne et non sur son œuvre. Il ne nourrit pas la stupidité de ses adversaires en ferraillant furieusement avec eux. Tous les opposants à ses théories se turent les uns après les autres. Comprenons-nous bien, votre travail est le principal domaine où exprimez votre intelligence relationnelle. En vous montrant efficace et méticuleux dans votre métier, vous prouvez que vous avez à cœur les intérêts du groupe et que vous défendez sa cause. En vous exprimant par oral ou par écrit de façon simple et accessible, vous faites preuve de considération vis-à-vis de votre auditoire et du public en général. En impliquant d'autres personnes dans vos projets et en sollicitant leur avis, vous montrez que vous êtes à l'aise dans la dynamique du groupe. Quand vous présentez des résultats inattaquables, vous échappez à la malveillance et aux manipulations politiques. Vous ne donnez aucune prise à vos adversaires. Si vous constatez des luttes de pouvoir au sein du groupe, gardez votre sang-froid et ne tombez pas dans la mesquinerie. En restant concentré sur l'essentiel et en vous exprimant à travers votre travail, vous améliorerez sans cesse vos compétences et vous vous démarquerez de ceux qui font beaucoup de tapage mais ne produisent rien. 2. Se donner l'image qui convient. Dès son plus jeune âge, Teresita Fernandez, 1968, eut le sentiment que le monde qui l'entourait était un spectacle dont elle était une simple observatrice. Pendant son enfance à Miami en Floride, elle observait les adultes, étrange faune dont elle épiait les conversations et tentait de percer les secrets. En grandissant, elle appliqua ses talents d'observation à ses camarades de classe. Au lycée, tous les élèves appartenaient à des clans. Elle connaissait les règles et conventions propres à ces groupes et le type de comportement considéré comme acceptable. Elle se sentait étrangère à toutes ces cliques et se tint à distance. Avec la ville de Miami proprement dite, elle fit une expérience analogue. Elle avait une affinité naturelle avec les milieux cubains car elle était elle-même immigrée cubaine de deuxième génération. Mais elle n'avait pas d'affinité avec la Dolce Vita qui régnait dans cette communauté. Elle avait une personnalité sombre et intransigeante. Elle se sentait étrangère et n'avait pas de place dans la société. Dans son lycée, elle n'était pas la seule à se sentir marginalisée. Elle fut attirée comme les autres par le monde du théâtre et des spectacles, dans lequel on peut être original sans se faire rejeter. Teresita avait toujours aimé travailler de ses mains et elle prit des cours d'art plastique. Mais les œuvres qu'elle produisit au lycée n'exprimaient pas le côté militant de sa personnalité. Quelque chose manquait. Son activité lui paraissait trop facile et superficielle. En 1986, ne sachant que faire de sa vie,
elle s'inscrivit à l'Université internationale de Floride à Miami. Elle suivit son orientation du lycée et s'inscrivit en sculpture. Mais le travail de l'argile, si douce et facile à façonner, lui donna le même sentiment qu'elle avait eu au lycée de faire de jolies choses tristement artificielles. Un beau jour, en circulant dans les locaux consacrés à la sculpture, elle remarqua quelques artistes qui travaillaient le métal et faisaient des sculptures à grande échelle. La tôle lui fit un effet comme nul autre matériau. Elle sentit que le métal était fait pour elle. Il était gris, lourd et résistant. Il fallait fournir de grands efforts pour le façonner. Les propriétés de l'acier correspondaient au sentiment intérieur de force et de résistance qu'elle avait toujours souhaité exprimer, en dépit de sa petite stature. Elle se lança avec passion dans le travail de ce nouveau matériau. Elle apprit à faire de la fonderie et à souder à l'acétylène. Le climat tropical de Miami rendait insupportable ce genre de travail pendant la journée. Elle ne travaillait donc à ses sculptures que la nuit. Elle avait des horaires décalés. Elle commençait à 21h et travaillait jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, puis dormait tard le lendemain. La nuit, il faisait plus frais et il y avait moins de monde. L'atelier était calme et permettait de travailler sérieusement. Elle pouvait se concentrer, faire des expériences insolites et commettre des erreurs à l'insu de tous. Elle pouvait aussi faire preuve d'audace et prendre des risques. Petit à petit, Teresita Fernandez acquit une parfaite maîtrise technique. En fabriquant ses sculptures, elle avait le sentiment de se forger et de se transformer elle-même. Ce qui l'intéressait, c'était de créer des pièces de taille impressionnante, mais pour les produire, elle inventa ses propres méthodes. Elle commençait par une maquette en papier, puis divisait son travail en petits éléments qu'elle pouvait manipuler seule. Ensuite, dans le cadre de son atelier, elle assemblait l'œuvre proprement dite. Ses créations furent exposées à l'intérieur de sa faculté et sur le campus. Elle ne passait pas inaperçue. Au soleil brûlant de Miami, ces énormes sculptures d'acier dégageaient une impression de puissance qu'elle avait toujours ressentie en elle. Mais ses œuvres suscitèrent d'autres réactions qui la surprirent. Comme personne ne la voyait travailler, on avait l'impression qu'elle se dégageait d'elle sans effort, comme si elle avait un don spécial. Cela attira l'attention sur sa personnalité. La sculpture est un domaine essentiellement masculin, qui tente pas mal de phallocrates. Comme elle était l'une des rares artistes de sexe féminin à travailler l'acier de forte épaisseur, les gens projetèrent sur elle toutes sortes de fantasmes et de préjugés. Le contraste entre sa silhouette menue et ses œuvres imposantes était frappant. On se demandait comment elle arrivait à fabriquer ces œuvres énormes et qui elle était véritablement. Sa personnalité et la façon dont elle sortait de nulle part ces magnifiques sculptures intriguaient. Elle dégageait un charme mystérieux, une formidable douceur capable de ployer le métal à sa guise. Désormais célèbre, Teresita Fernandez s'aperçut que son regard n'était plus celui d'un voyeur distancié, mais que c'était elle le centre de l'attention. Elle se sentait à l'aise dans le monde de l'art. Pour la première fois de sa vie, elle avait la sensation d'être à sa place et elle voulut conserver l'intérêt que le public portait à son travail. Projetée sous les feux de la rampe, il devenait naturel qu'elle parle d'elle-même et de ses expériences. Mais elle avait l'intuition que cela serait une erreur de dégonfler l'effet puissant qu'avait son travail en dévoilant au premier venu combien d'heures de dur travail elle consacrait à la création de ses sculptures. Celle-ci était en vérité le résultat de beaucoup d'efforts et de discipline. Elle se dit que parfois, c'est ce que l'on cache qui est en définitive le plus convaincant. Elle s'entoura d'une aura de mystère, veilla à ne jamais parler de ses méthodes, cacha les détails de sa vie personnelle et permit ainsi au public de projeter sur elle ses fantasmes. Sa carrière progressait. Désormais, certains aspects du personnage qu'elle s'était créé à l'université des années plus tôt ne convenaient probablement plus. Elle se demanda si un élément de son image ne risquait pas de se retourner contre elle. Si elle n'y prenait pas garde, on la jugerait simplement sur son aspect extérieur, celui d'une jolie jeune femme. On ne verrait plus en elle une grande artiste. Puisqu'elle se voulait insaisissable, n'était-ce pas pour cacher un manque d'intelligence? Était-elle seulement le jouet de ses sensations, ou pouvait-elle s'imposer dans ce domaine aux côtés d'intellectuels de gros calibre? Les femmes artistes se heurtent à ce genre de préjugés. En esquivant les questions techniques sur son œuvre, elle risquait de passer pour frivole, une simple dilettante sans consistance. Elle s'attacha alors à se créer un style nouveau qui lui convenait mieux.
Elle prit de l'assurance et se mit à parler avec autorité du contenu de son travail, sans dévoiler les détails techniques de la création. Elle ne se présentait pas comme faible et vulnérable, mais maîtresse de son sujet. Si ses collègues hommes avaient besoin de paraître sérieux et cohérents, elle avait l'obligation en tant que femme de les battre à leur propre jeu. Elle s'exprimait avec assurance, mais de façon digne et respectueuse. Elle montrait clairement qu'elle n'était pas un poids-plume. Sa renommée d'artiste s'étendait dans le monde entier. Elle continua à travailler son image et à l'adapter aux changements de circonstances. Les artistes ont la réputation d'être brouillons et de ne s'intéresser qu'à ce qui arrive dans leur petit milieu. Teresita Fernandez lutta contre ce préjugé. Elle devint une conférencière prisée et expliqua son travail et ses idées à un public de plus en plus vaste. Elle faisait réfléchir ses auditoires, intrigués par le contraste entre son allure calme et agréable et la complexité provocante de son discours. Elle étudia en profondeur de nombreux domaines étrangers à l'art et concilia ses nouveaux centres d'intérêt avec son travail. Ainsi, elle se fit de nombreuses connaissances en dehors du milieu artistique. Elle apprit à être aussi à l'aise avec les directeurs de galeries qu'avec les mineurs du graphite qu'elle sculptait. Grâce à sa souplesse et à sa déférence, elle rendit plus facile sa vie en tant qu'artiste et empêcha qu'on l'assimile à un stéréotype. En somme, le travail sur son image en vint à représenter une forme de son art. Elle était un matériau qu'elle était capable de fondre dans un moule et de transformer selon ses besoins et ses désirs. Il est un principe tellement ignoré qu'on en parle rarement. Notre image joue un rôle déterminant dans notre succès et notre ascension vers la maîtrise. Prenons l'exemple de Teresita Fernandez. Si elle était restée dans son coin pour se concentrer exclusivement sur son travail, elle aurait été jugée par les autres d'une façon qui aurait bloqué ses progrès. Si, après ses succès initiaux, elle avait étalé au grand jour les heures de formation technique qu'elle avait consacrées à apprendre le travail du métal, on n'aurait vu en elle qu'un artisan doué. Le fait qu'elle ait choisi le métal aurait été compris comme une astuce pour se faire remarquer en tant que femme. On aurait trouvé dans sa personnalité des faiblesses à exploiter. Le milieu artistique est aussi impitoyable que les autres. Et Teresita Fernandez, capable de se détacher d'elle-même et du monde de l'art, eut l'intuition du pouvoir qu'elle pouvait acquérir en travaillant son image et en maîtrisant sa présentation. Comprenons-nous bien. Les gens auront toujours tendance à vous juger sur votre apparence. Si vous n'y prenez pas garde et choisissez une spontanéité primaire, on vous attribuera toutes sortes de qualités surprenantes, juste conformes à ce que le public veut voir en vous. Cela risque de vous faire dévier de vos objectifs, douter de vous-même et perdre du temps. En prenant tout personnellement, vous aurez du mal à vous focaliser sur votre travail. Le seul remède est de prendre cette dynamique à contre-pied en modelant consciemment votre image, en vous créant un personnage adapté et en prenant ainsi le contrôle des jugements portés par les autres. Il y aura des périodes où il conviendra de vous retirer et de vous auréoler de mystère pour donner plus de force à chaque apparition. À d'autres moments, vous souhaiterez vous montrer partout et imposer une image bien spécifique. D'une façon générale, il ne faut pas se cantonner à une seule image ni donner au public une connaissance trop complète de ce que vous êtes. Il faut toujours garder un coup d'avance. Il n'y a rien de mal ni de démoniaque à se créer un personnage. C'est un élément clé de l'intelligence relationnelle. Chacun porte un masque en public et joue dans chaque milieu un rôle différent. Il faut simplement être conscient de ce processus. Le monde est une scène de théâtre. En vous donnant une image mystérieuse, fascinante et pleine d'assurance, vous jouez avec le public en lui donnant un spectacle intéressant et agréable. Laissez-le projeter ses fantasmes sur cette image et vous attribuer des qualités théâtrales. En privé, laissez tomber le masque. Dans notre monde divers et pluriculturel, il est bon d'évoluer avec aisance dans tous les milieux en s'accordant un maximum de souplesse. Il vous faut prendre du plaisir à créer ces différents personnages. Vous n'en serez que meilleur acteur. 3. Se voir soi-même à travers le regard des autres. Néotiste, Temple Grandin, voir chapitre 1, était mal armée pour la vie, mais dès la fin de son lycée, à force de motivation et de discipline, elle parvint à devenir une bonne élève, promise à un bel avenir scientifique. Elle avait compris que son point faible était le côté relationnel. Avec les animaux,
elle avait un don presque télépathique pour comprendre leurs humeurs et leurs désirs. Mais avec les hommes, c'était le contraire. Les gens étaient trop compliqués pour elle. Ils communiquaient apparemment entre eux en échangeant des signaux subtils et non-verbaux qui lui échappaient, comme quand par exemple un groupe éclate de rire d'une seule voix. Elle se sentait étrangère au milieu de ces créatures bizarres qui ne cessaient de communiquer. Sa maladresse lui apparaissait comme sans remède. En revanche, elle contrôlait comme elle voulait son propre travail. Elle résolut de s'y montrer si efficace que son handicap relationnel deviendrait secondaire. Une fois achevé son premier cycle universitaire dans le domaine du comportement animal, elle voulut s'installer comme consultante pour l'aménagement des élevages et des centres de tri du bétail. Mais elle commit une série d'erreurs et comprit que ce projet n'était pas réaliste. Elle fut recrutée par un directeur d'abattoir pour en améliorer la conception. Elle fit un excellent travail, mais ne tarda pas à remarquer que les dispositifs qu'elle avait installés tombaient continuellement en panne, comme si elle les avait mal conçus. Elle savait que la qualité de son travail n'était pas en cause, mais après une observation attentive, elle découvrit que les pannes survenaient seulement quand un certain salarié était présent. C'était donc lui qui sabotait les équipements pour qu'on la juge incapable. Ce comportement était pour Temple Grandin une énigme. Comment un salarié peut-il nuire volontairement aux intérêts de l'entreprise qui l'emploie? Ce n'était pas un problème de conception qu'elle pouvait résoudre intellectuellement. Elle fut contrainte de jeter l'éponge et de quitter son poste. Une autre fois, l'ingénieur d'une usine de découpe lui confia la solution d'un problème particulier, mais après quelques semaines de travail, elle remarqua que d'autres parties de l'installation étaient très mal conçues et même dangereuses. Elle écrivit au PDG pour lui exposer ses conclusions. Le ton de sa lettre était un peu sec, car cela l'agaçait que les concepteurs de ces locaux se soient montrés aussi aveugles. Quelques jours plus tard, elle fut congédiée. On ne lui donna pas d'explication, mais manifestement, c'était la lettre au PDG qui avait déclenché son rejet. En réfléchissant à ces incidents et à d'autres échecs professionnels, elle conclut que c'était elle la source du problème. Elle savait depuis longtemps qu'elle prenait souvent les gens à rebrousse-poil et que pour cette raison, on l'évitait. Quand elle était plus jeune, elle avait refusé d'admettre cette douloureuse réalité, mais désormais son handicap relationnel mettait clairement en péril sa façon de gagner sa vie. Toute petite déjà, Temple Grandin avait une capacité remarquable à s'observer elle-même de l'extérieur, comme si elle regardait une autre personne. Cette sensation était fugace, mais une fois adulte, elle comprit qu'elle pouvait mettre ce talent à profit en analysant ses erreurs comme si elle étudiait le comportement d'un tiers. Dans le cas, par exemple, de l'homme qui sabotait ses installations, elle se rappelait nettement qu'elle ne lui avait pratiquement pas adressé la parole, ni à lui ni aux autres ingénieurs. Elle s'était attachée à tout faire elle-même. Elle se souvint de la réunion au cours de laquelle elle avait présenté son plan. Elle l'avait fait avec une logique rigoureuse sans laisser place à la discussion. Dans le cas de sa lettre au PDG, elle avait vivement critiqué certaines personnes devant leurs collègues, sans chercher à communiquer avec celui qui l'avait recruté. Revivant ces épisodes de façon parfaitement lucide, elle comprit enfin son problème. Elle donnait aux collaborateurs avec lesquels elle travaillait le sentiment qu'ils étaient inférieurs et inutiles. Elle les blessait dans leur vanité et elle en payait le prix fort. Elle comprit qu'elle avait tort, non en sentant les sentiments qu'elle suscitait, mais grâce à une réflexion purement intellectuelle, une démarche analytique et logique. Comme son affectivité n'était pas en jeu, cela facilita son analyse et l'aida à corriger son comportement. Dès lors, elle s'appliqua à discuter de ses idées avec les ingénieurs, à les impliquer le plus possible dans son travail et à ne jamais critiquer directement une personne. Elle s'y entraîna dans chacun de ses contrats suivants jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature pour elle. Ainsi, en développant à sa façon son intelligence relationnelle, Temple Grandin parvint à lisser sa différence et sa carrière progressa. Dans les années 1990, elle commença à être connue. On l'invitait de plus en plus à des débats, au début pour son expérience professionnelle acquise malgré son autisme, puis plus tard en qualité de spécialiste du comportement animal. En donnant des conférences, elle estima que les choses se passaient mieux. Ses exposés étaient riches en informations et ses présentations bien illustrées. Au bout de quelques conférences, on lui fit part des appréciations de l'auditoire et ce qu'elle lut la choqua.
Les gens se plaignaient de ne jamais avoir croisé son regard, de l'entendre lire ses textes comme un robot et de ne pas échanger avec l'auditoire, au point de paraître impoli. Le public avait l'impression qu'elle servait tout le temps le même discours, comme une machine. Curieusement, cela ne la perturba pas affectivement. En vérité, ses appréciations l'intéressaient vivement. Elle montrait en effet comment elle était perçue, et c'était exactement ce dont elle avait besoin pour progresser. Elle persévéra pour devenir une conférencière modèle. Elle disséqua avec beaucoup d'intérêt chaque appréciation, cherchant surtout les critiques répétitives. Ainsi éclairée, elle allégea son exposé avec des anecdotes et même des plaisanteries, afin de paraître moins rigide. Elle réduisit la durée de présentation, s'entraîna à parler sans notes et répondit à toutes les questions de l'auditoire. D'après ceux qui assistèrent à ces conférences à plusieurs années d'intervalle, le changement était impressionnant. Elle était devenue une oratrice captivante et drôle, capable de retenir l'attention de l'auditoire mieux que bien des professionnels. On se demanda comment elle était parvenue à ce résultat, tant sa transformation semblait miraculeuse. Tout le monde ou presque a des problèmes de comportement en société, plus ou moins importants. Il y a des personnes qui parlent trop, d'autres qui critiquent trop sincèrement, d'autres encore qui se vexent quand leurs idées sont mal accueillies. Si ces occasions se répètent, on offense les gens sans s'en rendre compte. La raison en est double. D'abord, il est plus facile de voir la paille dans l'œil de son voisin que la poutre dans le sien propre. Ensuite, il est rare que les gens disent franchement ce en quoi nous avons tort. Ils ont peur du conflit et ne veulent pas sembler agressifs. Il est donc difficile de déceler nos points faibles et plus encore d'y remédier. Nous avons parfois l'impression de fournir un excellent travail et nous sommes désemparés quand d'autres le jugent de façon radicalement différente. C'est dans des moments pareils que nous prenons conscience du gouffre qui sépare notre relation subjective avec notre propre travail et la réaction d'autres personnes qui l'observent avec un détachement total. Ils y voient des failles que nous n'avons jamais remarquées. Le même gouffre existe dans le domaine relationnel. Les gens voient notre comportement de l'extérieur et ils nous perçoivent d'une façon que nous ignorons. Le fait de pouvoir se regarder avec les yeux des autres serait un avantage immense pour notre intelligence relationnelle. Nous pourrions entreprendre de corriger ce qui chiffonne les autres, voir pourquoi nous décourageons les meilleures volontés et évaluer de façon plus réaliste de ce que nous sommes. Pour se voir objectivement, il faut suivre l'exemple de Temple Grandin. On peut aborder ce processus en analysant les éléments négatifs de notre passé. Les gens qui ont saboté notre travail, les employeurs qui nous ont mis à la porte sans raison logique, les rivalités féroces avec nos collègues. Mieux vaut commencer par analyser des événements vieux d'au moins quelques mois et qui ont perdu une partie de leur charge affective. En les décortiquant, tâchons de comprendre comment nous avons déclenché ou aggravé une dynamique négative. En comparant plusieurs incidents, cherchons les effets répétitifs d'une faille possible dans notre personnalité. En considérant ces événements du point de vue des personnes concernées, nous nous libérerons des liens affectifs qui nous enchaînent à notre propre image et nous voyons les ornières dans lesquelles nous tombons chaque fois. Nous pouvons aussi solliciter les critiques sincères de personnes de confiance. Nous nous distancions ainsi de nous-mêmes, ce qui nous donne accès à la deuxième moitié de notre intelligence relationnelle, la capacité de nous voir tels que nous sommes. 4. Supporter la bêtise humaine. En 1775, le poète et romancier allemand Johann Wolfgang Goethe, plus tard von Goethe, avait 26 ans. Il fut invité à la cour de Weimar par le duc Karl Auguste, qui n'avait lui-même que 18 ans. La famille du duc essayait de transformer en centre littéraire le duché de Weimar, isolé et peu connu. Goethe serait la fierté de la cour. Bientôt, le duc lui offrit un poste en vue dans son cabinet et le prit comme conseiller personnel. Goethe décida donc de rester. Il voyait dans cette opportunité l'occasion d'élargir son expérience du monde et peut-être de transmettre certaines idées éclairées au gouvernement de Weimar. Goethe, issu d'une famille bourgeoise, n'avait guère frayé avec la noblesse. Devenu courtisan, il se devait d'apprendre les us de l'aristocratie, mais au bout de quelques mois seulement, il trouva la vie à la cour insupportable. Ce n'était que jeux de cartes, parties de chasse et interminables échanges de ragots. Un mot de trop de RX ou l'absence de Frau Y dans une soirée soulevait une tempête dans un verre d'eau. En sortant du théâtre,
on jacassait sans fin sur qui était accompagné par qui, ou sur la façon dont telle nouvelle actrice s'habillait, mais on ne parlait jamais de la pièce elle-même. Si Goethe, au détour d'une conversation, suggérait telle ou telle réforme qu'il préconisait, il se trouvait tout de suite un courtisan pour décrier les conséquences que cela entraînerait pour tel ou tel ministre et la façon dont cela mettrait en péril sa position à la cour. L'idée de Goethe était oubliée dans le feu de la polémique qui se déchaînait. Et bien qu'étant l'auteur du roman en vogue « Souffrance du jeune Werther », nul ne semblait particulièrement intéressé par ses opinions. On préférait confier ses propres idées au célèbre romancier et voir comment il réagissait. En définitive, la cour était un microcosme où l'on ne s'intéressait qu'aux intrigues. Goethe se sentit piégé. Il avait accepté l'offre d'emploi du duc et pris son rôle au sérieux, mais il avait du mal à supporter les mondanités auxquelles il était désormais condamné. Heureusement, il était pragmatique et jugea inutile de se plaindre de ce qu'il ne pouvait changer. Il accepta les courtisans comme les incontournables compagnons des années à venir et par nécessité résolut de parler moins et de ne plus exprimer ses opinions. En revanche, il laissait ses interlocuteurs discourir tout leur content, quel que soit le sujet. Il s'attachait à les écouter aimablement tout en les observant avec intérêt comme des personnages sur une scène de théâtre. Il lui confiait leurs petits secrets, leurs chamailleries mesquines et leurs idées ineptes, et Goethe, tout sourire, était toujours de leur avis. Ce que les courtisans ne savaient pas, c'est qu'il lui fournissait une documentation abondante. Personnages, extraits de dialogues, sottises extravagantes, qui figureraient dans les pièces et romans qu'il écrirait un jour. Il avait ainsi transformé des fréquentations insupportables en sources fécondes d'inspiration. Joseph von Sternberg, 1894-1969, était un grand metteur en scène de cinéma austro-américain qui, après avoir commencé comme garçon de course dans un studio, devint un des plus grands metteurs en scène de Hollywood dans les années 1920 et 1930. Il adopta progressivement une philosophie personnelle qui allait bien le servir pendant toute sa carrière de metteur en scène, jusque dans les années 1950. Seul le résultat compte. Son rôle était de traiter tout le monde à la même enseigne et de guider la production à son idée en se servant de tous les moyens nécessaires pour atteindre le résultat qu'il voulait. Le principal obstacle qu'il rencontrait était inévitablement les acteurs. Ceux-ci pensaient avant tout à leur carrière. Le film, dans son ensemble, comptait moins que la façon dont leur rôle était mis en valeur. Ils s'acharnaient donc à se mettre en vedette, fût-ce au prix de la qualité du film. Sternberg devait se débrouiller pour les enjôler ou les tromper en sorte qu'ils exécutent ses ordres. En 1930, von Sternberg fut invité à Berlin pour diriger ce qui allait devenir son film le plus célèbre, L'Ange bleu, dans lequel jouerait un acteur renommé dans le monde entier, Emil Jannings. En cherchant une actrice pour le premier rôle féminin, von Sternberg découvrit une Allemande relativement inconnue du nom de Marlène Dietrich. Elle devint une star grâce à lui, car il la fit jouer dans 7 longs métrages consécutifs. Von Sternberg avait déjà travaillé avec Jannings et savait que cet acteur était insupportable. Jannings faisait tout son possible pour perturber la production. Il prenait comme un affront personnel toute tentative du metteur en scène pour le diriger. Sa méthode consistait à se chamailler inutilement avec le metteur en scène jusqu'à ce que celui-ci, complètement à bout, baisse pavillon et laisse Jannings jouer comme il l'entendait. Von Sternberg décida d'utiliser ses propres armes. Il se blinda contre les manœuvres infantiles de Jannings. Celui-ci exigea que le metteur en scène se présente chaque matin dans sa loge pour l'assurer de son amour éternel et de son admiration pour son talent. Von Sternberg s'exécuta sans broncher. Il imposa au metteur en scène de déjeuner avec lui chaque jour et d'entendre ses idées concernant le film. Von Sternberg lui accorda aussi cela et écouta inlassablement les horribles suggestions de Jannings. Si von Sternberg accordait la moindre attention à un autre acteur, Jannings lui faisait une crise de jalousie et von Sternberg était tenu de se comporter en époux repentant. En cédant sur ces points mineurs, von Sternberg ôta le plus gros de son mordant à la stratégie de Jannings. Sur le plateau, il n'y eut plus de chamailleries inutiles, mais comme le temps pressait, il lui fallait absolument amener l'acteur à lui obéir. Pour une raison inconnue, Jannings refusa de franchir une porte pour son entrée en scène.
Von Sternberg fit installer une batterie de projecteurs qui rôtissait la nuque de Jannings, le contraignant à franchir le seuil. Quand Jannings déclama sa première scène avec un accent allemand ridiculement châtié, Sternberg le félicita pour sa distinction et lui indiqua qu'il serait le seul acteur à parler de la sorte, ce qui ferait fort mauvaise impression, mais tant pis. Jannings se hâta d'abandonner son accent hautain. Quand il boudait et restait claquemuré dans sa chambre, von Sternberg lui faisait savoir que le metteur en scène n'avait Dieu que pour Marlène Dietrich. L'acteur jaloux revenait en toute hâte sur le plateau pour avoir sa part d'attention. Scène après scène, Sternberg le manipula en sorte d'avoir ce qu'il désirait et parvint à obtenir de Jannings peut-être le meilleur jeu de toute sa carrière. Comme on l'a vu au chapitre 2, Daniel Everett et sa famille se sont installés au cœur de l'Amazonie en 1977 pour vivre dans une tribu du nom de Piraha. Everett et sa femme étaient missionnaires et leur tâche était d'apprendre à parler Piraha, considéré à l'époque comme la langue la plus difficile du monde, et de traduire la Bible dans cette langue. Everett progressa lentement dans son apprentissage en se servant des méthodes qu'on lui avait enseignées pendant des années de formation en linguistique. Il avait en particulier assimilé les travaux d'un grand linguiste du Massachusetts Institute of Technology, Noam Chomsky. Celui-ci estimait que toutes les langues sont nécessairement apparentées car la grammaire est inscrite dans le cerveau de l'homme et elle fait partie de son génome. Cela signifie que, par nature, toutes les langues partagent les mêmes structures. Convaincu du bien-fondé des travaux de Chomsky, Everett s'acharna à découvrir dans le Piraha ces traits universels. Mais après plusieurs années d'études, il commença à trouver dans la théorie de Chomsky quantité d'exceptions, et cela le perturba. Après mûre réflexion, Everett en vint à la conclusion que la langue des Piraha reflétait les nombreuses particularités de la vie dans la jungle. Il conclut par exemple que leur culture accordait une valeur suprême à l'expérience immédiate. Ce que l'on n'a pas sous les yeux n'existe pas, par conséquent, il n'existe pratiquement pas de concept, ni de mot, pour désigner quelque chose sortant de l'expérience immédiate. En travaillant sur cette notion, il émit l'hypothèse que les caractéristiques de base de toutes les langues ne sont pas universelles et d'origine génétique, et que chaque langue possède des éléments reflétant le caractère unique de sa culture. Et que donc la culture joue un rôle plus important que l'on ne saurait imaginer dans la façon dont on pense et dont on communique. En 2005, il se sentit prêt à publier. Il envoya à un journal d'anthropologie un article exprimant ses idées révolutionnaires. Il s'attendait à ce que ces découvertes déclenchent de vives discussions, mais il ne pensait pas que cela atteindrait de telles proportions. La clique du MIT, c'est-à-dire les linguistes et doctorants liés à Chomsky, s'acharna sur Everett. Quand il donna une conférence dans le cadre d'un important symposium à l'université de Cambridge, quelques-uns de ces linguistes prirent l'avion pour y participer. Ils le criblèrent de questions visant à démonter ses idées et à le ridiculiser publiquement. Pris par surprise, Everett bafouilla et trébucha. La même chose se reproduisit lors de ses conférences suivantes. Ses adversaires cherchaient les failles dans ses discours et ses écrits et s'en servaient pour discréditer l'ensemble de ses idées. Puis leurs attaques se firent personnelles. Ils le traitèrent publiquement de charlatan et s'interrogèrent sur ses motivations. Chomsky lui-même laissa entendre qu'Everett ne visait que la fortune et la gloire. Quand Everett publia son premier livre « Ne dormez pas, il y a des serpents, vie et langage dans la jungle amazonienne », il se trouva des linguistes pour écrire aux critiques qui allaient le commenter et pour chercher à les dissuader de donner leur avis sur cet ouvrage, tellement il était en dessous des normes universitaires. Ils firent même pression sur la radio publique nationale qui envisageait une longue émission sur Everett. Elle fut annulée. Au début, Everett fulmina. Ce que ses détracteurs avançaient comme argument ne réfutait pas sa théorie, mais en révélait seulement d'éventuelles faiblesses. Il ne visait pas tant à faire prévaloir la vérité qu'à déconsidérer l'auteur. Everett ne tarda pas à se ressaisir et se servit de leurs attaques pour bétonner sa position. Ils le contraignirent à ne rien écrire qui ne puisse prouver de façon irréfutable. Ils l'amenèrent à reformuler et à consolider ses arguments. Il pouvait entendre dans sa tête leurs éventuelles critiques et il répondait à chacune dans ses écrits suivants. Il devint ainsi meilleur penseur et meilleur écrivain. La controverse déchaînée par ses ennemis dopa les ventes de « Ne dormez pas, il y a des serpents, vie et langage dans la jungle amazonienne ».
et de nouveaux convertis le rejoignaient chaque jour. Au bout du compte, il en vint à accueillir volontiers les attaques de ses ennemis qui l'avaient aidé à améliorer son travail et à se durcir le cuir. On passe sa vie à rencontrer des abrutis. Ils sont trop nombreux pour qu'on leur échappe. Concrètement, ce qui compte est le résultat à long terme. Il faut atteindre celui-ci de façon aussi efficace et créative que possible. Telle devrait être la référence de tout acte humain. Mais les abrutis ont d'autres valeurs. Ils donnent la priorité au court terme. Le gain immédiat, l'attention du public et des médias, les habits à la mode, etc. Ils sont les esclaves de leur ego et de leur manque de confiance en eux-mêmes. Ils aiment la polémique en soi. Dans leurs critiques, ils soulignent des points qui n'ont rien à voir avec le sujet. Ils s'intéressent davantage à leur carrière et à leur position qu'à la vérité. Ils ne font pas grand-chose, mais sèment des embûches autour d'eux pour empêcher quiconque de faire quoi que ce soit. Ils manquent de bon sens élémentaire, s'énervent pour des broutilles et ignorent les problèmes porteurs de catastrophes à long terme. La tendance naturelle des abrutis est de vous faire descendre à leur niveau. Ils vous agacent, vous narguent et vous attirent dans la polémique. On se sent alors mesquin et perplexe. On perd le sens des priorités. On ne peut pas avoir le dernier mot avec eux ni les gagner à une belle cause, car il ne leur importe pas de se comporter de façon logique et productive. Bref, on perd son temps, son énergie et sa patience. Avec les abrutis, il vous faut adopter la philosophie suivante. Ils sont incontournables comme saison. Chacun est un peu abruti à sa façon quand l'impatience, la vanité ou la cupidité l'emportent. La nature humaine n'est pas parfaite. Dans la mesure où vous vous sentez parfois l'un d'eux, vous pouvez accepter les autres. Vous en viendrez à sourire de leur simagrée, à tolérer leur présence comme celle d'un garnement et à renoncer à toute ambition de les changer. Tout cela fait partie de la comédie humaine, et il n'y a rien là qui doive vous exaspérer ni vous donner des insomnies. Cette attitude de supporter la bêtise humaine doit s'acquérir pendant la phase d'apprentissage au cours de laquelle on ne manque pas de rencontrer des abrutis. S'ils vous font du tort, neutralisez-les en gardant l'œil sur votre objectif et sur vos priorités. Ignorez-les dans la mesure du possible. Le comble de la sagesse est de faire un pas de plus en exploitant leurs bêtises, c'est-à-dire en les prenant comme sujet d'étude de votre travail, comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire ou en retournant leurs actions à votre avantage. Ainsi, leur bêtise devient pour vous un atout. Elle vous aide à parvenir aux résultats concrets qu'ils semblent mépriser. A contrario, pendant son 3e cycle d'informatique à l'université de Harvard, Paul Graham, 1964, s'aperçut qu'il était allergique aux querelles politiques et à la manipulation. Il n'entendait rien à ce genre de choses, cela l'énervait d'être emberlificoté dans des situations où les manipulateurs avaient la partie belle. En se frottant aux chamailleries politiques au sein de sa faculté, il comprit qu'il n'était pas fait pour la carrière universitaire. Cette leçon se confirma quelques années plus tard quand il fut recruté par une société de logiciels. La majorité des décisions étaient ineptes. On licenciait les développeurs qui avaient bâti la compagnie, on bombardait un vendeur à la présidence et on mettait trop de temps à sortir des produits nouveaux. Toutes ces erreurs étaient dues à des querelles d'ego. Incapable de supporter cette situation, il en vint à la décision de fuir tout milieu où règne la discorde. Il décida de lancer des start-up à petite échelle, ce qui le contraignit à beaucoup de discipline et de créativité. Puis il fonda Y Combinator, une sorte de système d'apprentissage pour les start-up de haute technologie. Il ne put empêcher l'entreprise de grossir tant elle avait de succès. Il remédia à cela de 2 façons. D'abord, il chargea sa femme et associée, Jessica Levinston, de traiter tous les problèmes relationnels délicats, car elle possédait une vive intelligence relationnelle. Ensuite, il conserva un organigramme très souple et non bureaucratique. Si, comme Paul Graham, vous n'avez pas la patience de gérer et contrôler le côté le plus subtil et manipulateur de la nature humaine, restez autant que possible à l'écart des situations compliquées. Ne travaillez qu'au sein de groupes restreints. Comme le chantait Georges Brassens, « Quand on est plus de 4, on est une bande de cons ». Travaillez donc seul ou dans de petites start-up. Toutefois, il est toujours utile d'acquérir des rudiments d'intelligence relationnelle,
ne serait-ce que pour identifier les requins et désarmer les semeurs de troubles. En effet, vous aurez beau essayer de fuir les situations nécessitant ce type d'aptitude, le monde reste un panier de crabes où vous y serez inévitablement entraîné. Vos efforts conscients pour vous désengager du système retarderont votre apprentissage de l'intelligence relationnelle et vous rendront vulnérable aux pires formes de naïveté avec les conséquences qu'elles entraînent. Il est insensé d'attendre des autres qu'ils se mettent en harmonie avec soi. Je n'ai jamais nourri d'espoir en ce sens. J'ai toujours considéré chaque homme comme un individu indépendant que je devais chercher à comprendre dans toutes ses singularités, mais dont je n'attendais pas de sympathie particulière. Je suis ainsi devenu capable de deviser avec n'importe qui. Cela m'a donné connaissance de différents types de personnalités et l'habilité nécessaire à la conduite de ma vie. Johann Wolfgang von Goethe.